Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc animer ce débat, cette conférence à deux voix. Je vais commencer par vous, Emmanuel Sander. Donc, vous êtes professeur, vous travaillez sur l'esprit critique et le fonctionnement cognitif. Donc, face aux croyances à l'information, aux opinions, vous parlez de flexibilité cognitive et de métacognition. Donc, je voudrais savoir exactement si vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement, de ces termes-là, et quelle est votre démarche en tant que scientifique. Lorsqu'on parle de flexibilité cognitive ou métacognition, ce sont des termes qui se rattachent à une certaine discipline de recherche, en l'occurrence le champ des sciences cognitives, et qui sont de ce fait à rattacher à une conception qu'on peut avoir de s'intéresser à l'esprit humain, au fonctionnement de l'esprit. Et l'objet effectivement de nos travaux dans le laboratoire, c'est la démarche en général des sciences de la cognition, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau humain, et en particulier sur le plan mental. Par exemple, comment est-ce qu'on construit des idées, comment est-ce qu'on prend des décisions, comment est-ce qu'on mène des raisonnements. Et à cela vont être attachés un certain nombre de concepts qu'on va essayer de saisir. Et la flexibilité cognitive, c'est une idée qui a reçu de plus en plus de soutien ces dernières années dans le champ de la recherche. Et c'est en fait la capacité de passer de quelque chose à autre chose. Et ça peut se manifester en fait dans beaucoup de contextes. Par exemple, c'est quelque chose qui existe dans le champ attentionnel. On peut se dire, est-ce qu'on est capable, par exemple, de faire attention à plusieurs choses en même temps? Est-ce qu'on peut rapidement passer d'une chose à une autre? C'est un débat qui a été encore plus ravivé dans le cadre tout le monde connaît ces questions de génération X et génération Y avec les technologies numériques, et où on va être amené, par exemple, à être en même temps devant un écran, à envoyer des messages, et puis peut-être en même temps on est supposé écouter un cours à l'école. Et donc, est-ce que en fait on est capable de passer comme ça d'une chose à une autre? Et puis la flexibilité cognitive, ça se présente aussi sur le plan des idées. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, de façon fluide, de façon adaptative, changer notre perception de ce qui nous entoure, et donc être flexible, en particulier dans les points de vue qu'on peut adopter sur les situations. Et ça, c'est lié à ce deuxième aspect qu'est la métacognition, parce que il y a aussi la question de jusqu'où est-ce qu'on est en mesure d'être conscient de nos propres démarches et d'avoir un certain contrôle sur nos propres démarches. Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir, par exemple, des avertisseurs mentaux qui nous disent là, il faut faire attention, ou comment est-ce que je peux m'assurer que je ne suis pas en train de me laisser piéger? Et donc, la métacognition, c'est cette idée qu'on peut traduire de diverses manières, mais qui est liée à la prise de conscience de nos états mentaux et à l'intervention sur nos propres états mentaux. Alors après, ce qui est crucial, effectivement, c'est la question aussi des méthodes, parce que par rapport à ce que je vous dis là, on pourrait ensuite élaborer dans plein de directions, mais sans trop savoir sur quoi on s'appuie pour élaborer. Et donc, en sciences cognitives, on est souvent attaché aux méthodes qu'on appelle les méthodes expérimentales, dans lesquelles, en fait, on va avoir en permanence des hypothèses qu'on va chercher à confronter avec des observations. Et puis, on va souvent monter des protocoles expérimentaux le plus contrôlés possible, de façon à s'assurer que les hypothèses, elles sont conformes à ce qu'on observe. Et si c'est pas le cas, eh bien, on va être en mesure de réviser sa théorie et de proposer d'autres hypothèses. Alors, de cette manière, c'est une façon, par exemple, d'aller à l'encontre de nombreuses idées qui peuvent paraître très séduisantes pour beaucoup de monde, mais qui, lorsqu'on les met à l'épreuve des faits, se révèlent ne pas du tout fonctionner. Alors, un exemple, je travaille en psychologie de l'éducation, et donc il y a toute la question de ce qu'on appelle les mythes éducatifs. Et les mythes éducatifs, ce sont des idées qui sont souvent très partagées, y compris d'ailleurs par les professionnels enseignants, et qui, en fait, ne résistent pas à l'investigation des faits. Alors, pour vous donner un exemple, un des plus célèbres et un des plus partagés, c'est le mythe qu'on appelle le mythe des styles d'apprentissage. Et le mythe des styles d'apprentissage, c'est l'idée que certaines personnes seraient plutôt visuelles, que d'autres seraient plutôt auditives, que d'autres seraient plutôt kinesthésiques, et que, en fait, on gagnerait dans l'éducation
en adaptant les formes d'enseignement au style d'apprentissage des personnes. Alors ça, comment est-ce qu'on sait que c'est un mythe ? Tout simplement parce qu'il y a eu des études, en fait il y a eu des centaines et des milliers d'études sur ces questions qui ont montré que ça ne fonctionne absolument pas comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'on cherche à construire des méthodes d'apprentissage sur mesure par rapport à des supposés styles d'élèves, eh bien ça ne donne aucun résultat particulier. Et donc, c'est vrai que ces notions de flexibilité cognitive ou de métacognition, elles ne peuvent s'asseoir vraiment qu'à condition d'avoir un étayage expérimental qui permet de montrer dans quelle mesure est-ce que les phénomènes dont on parle se retrouvent soutenus par des résultats qui sont intégrés dans des théories du fonctionnement psychologique. Elisabeth Féty, vous animez un podcast sur le thème de la métacognition pour décrypter les croyances. Vous avez vous-même un parcours personnel d'ancienne croyante. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche, sur votre parcours qui vous a amené à créer un podcast sur la métacognition ? Et pourquoi la métacognition et pourquoi ce titre Méta de choc ? Alors ça fait beaucoup de questions tout ça. Alors moi effectivement je viens d'un parcours de croyante assez long. J'ai été en particulier croyante du New Age pendant 15 ans. Donc le New Age, ce sont les croyances qui circulent beaucoup en ce moment autour de la loi de l'attraction, la pensée positive, tout ce qui est autour aussi de la supposée justification de ces croyances par les neurosciences, par la physique quantique, etc. Donc ça, c'est des choses qui circulent énormément et auxquelles j'ai cru. J'ai été aussi conspirationniste. J'avais un peu le pack complet de la croyante New Age, parce que ça a duré 15 ans et que petit à petit, étape par étape, partant de la pensée positive, j'ai adhéré à de plus en plus de croyances qui constituent l'ensemble de la spiritualité telle qu'on la rencontre assez facilement aujourd'hui. Et en fait, pourquoi j'en suis arrivée à la métacognition, qui est donc quelque chose qu'on pratique en réalité au quotidien, qui est tout simplement d'avoir du recul sur nos propres pensées, pourquoi on pense qu'on pense, ou se dire tiens là je suis en train de penser à ça, etc. Ça on le fait tous et il n'y a pas besoin d'études pour le faire ou d'attention particulière, c'est tout à fait normal et classique. Mais à un moment donné, dans ma croyance, dans mon parcours de croyante, je me suis rendu compte que j'étais pas plus avancée au bout de 15 ans qu'au moment où j'ai commencé, et surtout que j'avais plus de problèmes finalement, parce que comme j'étais très engagée dans ma croyance, j'étais assez radicale en fait. Je prenais par exemple mes décisions sur de l'intuition, à partir de mon intuition, parce que je pensais sentir les énergies, parce que j'avais la sensation de pouvoir communiquer avec des entités, etc. C'était assez développé comme croyance. Et en fait, le résultat de prise de décision sur cette base-là, c'était assez catastrophique. Donc, il m'est arrivé des choses, qui me seraient sans doute pas arrivées si j'avais tout simplement réfléchi à ce que je voulais faire et si j'avais pesé le pour et le contre, avec toujours la possibilité de faire des erreurs, mais en tout cas d'essayer de faire des choses un peu plus rationnelles entre guillemets. Et face à ça, à un moment donné, j'ai découvert qu'on pouvait réfléchir à ses croyances. On pouvait, c'est-à-dire questionner ses croyances. Et surtout, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais dans une croyance. Je ne savais pas que j'étais dans une croyance. En fait, la particularité des croyances New Age, c'est qu'elles sont présentées comme étayées par la science. Donc, l'univers est amour, les énergies nous sont renvoyées, etc. C'est des choses qui sont justifiées dans le milieu par la physique quantique, par les neurosciences. Et donc, moi, j'avais pas d'idée au départ que j'étais dans une croyance, voire même une idéologie. Je pensais que j'étais une des rares personnes à avoir accès à des informations que beaucoup de gens ignoraient, que j'étais vraiment super chanceuse et qu'il fallait que j'aille à fond dans cette exploration de l'esprit. Et le jour où j'ai compris que d'abord c'était de l'ordre de la croyance et que c'était pas forcément totalement fondé, alors je l'ai compris après, bien sûr, en creusant, en étudiant les choses, en allant voir ce qu'était la physique quantique ou les neurosciences ou ce que ces domaines pouvaient dire de ces croyances. Mais aussi, je me suis rendu compte que ce qu'on nous vendait,
n'était pas au rendez-vous et n'était pas fondée vraiment sur des choses solides. Et à partir de là, je me suis dit, je vais aiguiser mon esprit critique sur moi-même, et je vais essayer d'aller démêler le vrai du faux et d'aller voir si ça vaut la peine en fait que je fonde ma vie entière sur une croyance. Voilà, tout simplement. Parce que c'était ça ce qui m'arrivait, en fait. C'était ça qui était en train de m'arriver. Et voilà, et en faisant ça, j'ai découvert la métacognition, c'est-à-dire appliquer de manière méthodique le doute sur ce que je pense. Parce que finalement, on est tous assez confiants dans ce qu'on pense. On a tous l'impression souvent d'avoir raison, d'avoir des bons arguments. J'étais très très confiante en moi quand je croyais à la loi de l'attraction. Je trouvais ça tout à fait normal, tout à fait logique. Et d'ailleurs, c'était prouvé. Donc voilà, c'était... Et en fait, arriver à cet exercice difficile de se dire, finalement, est-ce que c'est vraiment sûr ? Est-ce que c'est vraiment sûr que les énergies existent ? Est-ce que c'est vraiment sûr que les chakras existent ? Est-ce que c'est vraiment sûr que, je sais pas, je sens les énergies ? Est-ce que c'est vraiment des énergies que je sens dans mes mains, en fait ? Et c'est pas facile, parce que quand on sent des choses physiquement, quand on a aussi des synchronicités, le hasard qui fait que, oui, ça a confirmé ce que je croyais, et que, évidemment, bien sûr, on retient que les choses qui fonctionnent, et on retient pas toutes les fois où ça n'a pas fonctionné, c'est loin d'être facile. Donc voilà, je me suis intéressée à ça, et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il faudrait que je me rapproche d'autres personnes qui ont ces connaissances. Je suis entrée dans le milieu sceptique, etc. Et je me suis rendu compte que beaucoup de sceptiques n'utilisaient pas l'esprit critique vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils l'utilisaient beaucoup vis-à-vis des fake news, des pseudosciences, de leurs voisins, de leurs collègues, etc. Mais finalement, vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs propres croyances, parce que c'est vrai que de croire c'est assez confortable, on n'applique pas forcément tout ça. Et je me suis rendu compte que dans le milieu sceptique, il y avait peu de gens qui faisaient ça, voire pas vraiment, en tout cas, qu'il n'y avait pas une vraie démarche en fait axée là-dessus. Et là, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de créer quelque chose autour de ça. Et c'est comme ça que je me suis dit, peut-être que je pourrais faire un podcast, tout simplement. C'était il y a 3 ans, j'ai découvert le podcast, c'était nouveau. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être un moyen de communiquer et de trouver des pairs, parce que j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'échanger à ce sujet. Pourquoi le nom méta de choc ? Alors, le nom méta de choc, parce que quand on commence à creuser ce qu'on pense, déjà, identifier ce qu'on pense, parce que bien souvent, on n'a pas conscience de ce à quoi on pense et de ce qu'on pense. Et puis après, savoir pourquoi on pense ça, d'où ça nous vient, souvent, c'est assez choquant, en fait. On se dit, ah ouais, en fait, je crois ça, en fait, je pense ça, pour telle ou telle raison, parce qu'on m'a éduqué dans ce sens-là, mais finalement, j'ai cru à ça, mais j'ai pas vérifié, etc. Et quand on commence à creuser, on peut être sous choc. Donc, je me suis dit, on est dans la métacognition et aussi dans l'état de choc, et donc, ça s'est transformé en méta de choc, voilà. Très bien. Et voilà, donc la question est posée, se demander pourquoi on pense ce qu'on pense. Donc, vous, Emmanuel Sander, qu'en pensez-vous de pourquoi on pense ce qu'on pense ? Et pouvez-vous notamment nous parler des biais cognitifs ? Oui, absolument. L'étude des biais cognitifs est finalement assez récente par rapport à l'étude de la psychologie humaine. Et pendant très longtemps, il y avait l'idée qui longtemps même a été implicite parmi les psychologues et qui est devenue plus explicite peut-être depuis la deuxième moitié du XXe siècle, mais il y avait l'idée qu'en fait l'être humain, son destin naturel, c'était petit à petit d'épouser la logique dans sa pensée. Et on s'en rend compte tout simplement, que, même par les termes qu'on utilise dans la vie de tous les jours, parce que si on dit raisonner, penser logiquement, être rationnel, on a l'impression que ces termes-là, ils sont un petit peu interchangeables, parce que, en fait, dans l'histoire des idées, ça correspondait aussi à une préoccupation un peu philosophique de montrer que l'être humain était de nature profondément différente des autres espèces animales, et donc l'être humain était supposément celui qui progressivement accédait à la pensée logique, contrairement aux autres espèces animales. Et donc, il y a eu pendant très longtemps, dans l'histoire de la conception de la psychologie, cette idée qu'en fait, le bébé, lui, était alogique, mais puis il grandissait, et petit à petit, il développait une logique, et puis, à un moment, vers l'adolescence, son esprit devenait à peu près indistinguable de la logique. Alors, cette idée-là, en fait, elle s'est effondrée
dans les années 1950-1960, justement, lorsqu'il y a des psychologues, en particulier, il y a un psychologue anglais, Peter Wesson, qui en a fait vraiment son objet d'étude principale, qui s'est mis à s'intéresser aux écarts entre la pensée humaine et puis ce que prévoyait la logique. Et il s'est mis à construire tout un tas de tâches, on pourrait prendre des exemples, mais qui montrent que assez souvent, on peut avoir une prédiction logique, et puis on se rend compte que parfois 80-90% des adultes se trompent par rapport à cette prédiction logique. Et de ce fait, on a été amené à s'interroger d'où viennent ces déviations par rapport à la logique, et qu'est-ce qui nous fait penser. Et par rapport à cela, il y a maintenant effectivement une idée très forte, ce qu'on appelle les heuristiques et les biais, qui sont liés l'un et l'autre. Et l'idée, c'est que, en fait, si on devait penser en permanence de manière logique, ça serait une tâche presque insurmontable, parce qu'en fait, les informations qu'on a dans notre environnement ne permettent pas de tirer vraiment des déductions logiques, et donc ça serait à la fois extrêmement coûteux et puis généralement juste infaisable. Et donc, au lieu de cela, on a des heuristiques. Alors ces heuristiques, ce sont des raccourcis. Autrement dit, ce sont des manières de traiter des informations de façon efficace, de façon rapide, très souvent avec succès, mais parfois, ça va nous embarquer dans des mauvaises directions. Et le fait de repérer toutes les situations où ça nous embarque dans des mauvaises directions, bien sûr, ça va être très précieux pour rebondir sur ce que vous disiez, sur le fait de pouvoir avoir conscience de ses propres biais et d'identifier les moments où on est en train d'adopter un chemin qui nous entraîne dans des directions qui ne sont pas souhaitables. Alors, parmi ces biais, on peut en prendre quelques exemples, il y en a vraiment de nombreux. Alors, tout le monde, je pense, a eu l'expérience peut-être ce qu'on appelle les illusions perceptives, où parfois on nous montre des figures, et puis on se rend compte qu'on croit qu'il y a deux droites qui sont courbes, mais en fait elles sont parallèles, ou on pense qu'il y a deux segments qui sont de tailles différentes, mais en fait ils ont exactement la même taille. Bon, ça c'est une entrée, je dirais, perceptive dans ces biais, mais ces biais très souvent vont bien au-delà de la perception, et concernent des aspects, on va dire, un peu plus abstraits, un peu plus généraux. Alors, par exemple, un biais prédominant, c'est ce qu'on appelle le biais de cécité attentionnelle. Et ce biais de cécité attentionnelle, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire simplement que quand on est concentré sur quelque chose, on est capable, en fait, d'ignorer énormément des éléments qui se produisent en même temps. Alors, il y a une expérience très célèbre avec le gorille, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous la connaissent, mais où on voit qu'en fait, à partir du moment où des personnes sont focalisées, ici il s'agit de compter des ballons d'une équipe se passe, et bien en fait, il y a un gorille qu'on fait défiler sur une scène un peu comme celle-ci, et puis les participants ne se rendent même pas compte que le gorille passe. Donc ça, c'est ce biais de cécité attentionnelle qui fait qu'on peut ignorer des éléments pourtant flagrants d'une situation parce qu'on est concentré sur autre chose. Un autre biais, c'est le biais d'appel à l'émotion, dans lequel, à partir du moment où on vous met dans un certain état émotionnel, ou par exemple, on va vous expliquer qu'on est en train de vivre une situation absolument catastrophique, eh bien, ce biais émotionnel, il va ensuite vous préparer à accepter ce qui suit comme étant une solution. Même si, en fait, évidemment, rien ne garantit que ce que vous a présenté après cette situation catastrophique soit une solution, mais ça vous prépare à vous dire, oui, vu comment tout est dramatique, ce qu'on m'explique, ça va forcément résoudre cette chose dramatique. Il y a aussi le biais de l'argument d'autorité, où, en fait, au lieu de justifier quelque chose, on va simplement dire, oui, cette chose, elle est vraie parce que telle personne qui est une grande figure, l'a dit. Mais vous voyez que quand on fait ça, bien sûr, on a court-circuité la rationalité, parce que bien sûr, on peut de cette manière invoquer beaucoup de choses. Un autre biais qui est particulièrement important et qui est omniprésent dans nos pensées, c'est le biais de confirmation. Et ce biais de confirmation, justement, il revient à être sélectif dans ce qu'on va retenir d'une situation, et aussi dans notre manière de chercher des informations. Alors, un exemple de ce biais de confirmation a été illustré, je pense que tout le monde connaît cette expression du « en même temps »,
dans lequel, en fait, on peut dire une chose. Par exemple, imaginez que je vous dise c'est super important dans un pays de respecter l'esprit d'entreprise. Il faut encourager absolument le fait que les gens puissent monter par eux-mêmes des entreprises. Il faut libérer. Et en même temps, on ne peut pas se permettre de vivre dans une jungle. Il faut absolument qu'il y ait de la protection sociale. On ne peut pas laisser les gens comme ça sans qu'on fasse attention à eux. Vous voyez, en fait, j'ai dit deux choses, mais si on est à fond sur l'esprit d'entreprise, on va retenir la première partie. Et par contre, si on est très concerné par la protection sociale, on va plutôt retenir la deuxième partie. Et donc, de cette manière, on va forcément être content avec les deux choses. Donc ça, c'est une manifestation de ce biais de confirmation. Une autre manifestation, c'est dans le fait que lorsqu'on a une idée, on va plutôt chercher des indices qui confirment cette idée. Et ça peut être piégeant. Par exemple, imaginez que vous vous demandez, vous êtes sur Internet, puis vous demandez comment est-ce qu'on va orthographier un mot, mettons. Ou est-ce qu'on dit plutôt pallier quelque chose ou pallier à quelque chose? Vous pouvez taper sur Google, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura toujours des gens qui ont potentiellement fait la même erreur que vous si on hésite. Et donc, vous allez trouver une confirmation là où, en fait, vous auriez aussi trouvé confirmation si vous aviez fait l'essai inverse. Donc, ce biais de confirmation, il est très piégeant, alors que si on veut être méthodique, on a tout aussi intérêt à chercher à réfuter, c'est-à-dire au contraire, si on pense que quelque chose est vrai, de chercher ce qui se passe si jamais on essaye de faire le contraire. D'accord? Donc ça va être aussi un cas de biais très important. Merci. Elisabeth, dans votre podcast, vous présentez plusieurs témoignages de personnes qui ont adhéré à des croyances. Et à partir de ces témoignages, est-ce que vous pensez que la métacognition est une clé pour éviter d'être embringué dans des croyances dites irrationnelles, ou est-ce que c'est compatible, métacognition et croyance? Alors oui, c'est tout à fait compatible, métacognition et croyance. Ça, malheureusement, je peux pas vous dire le contraire. D'ailleurs, je peux parler de deux cas particuliers. Par exemple, la personne qui a quitté l'anthroposophie, Grégoire Perra, et puis la personne qui a quitté l'astrologie, Serge Brett-Moral, qui sont donc les deux livres qui sont là. C'est des gens qui étaient très très ancrés dans la croyance. Et qui en sont sortis tous les deux. Mais je pense que la chose primordiale, et c'est là que je rebondis sur ce que vous dites, c'est il faut accepter de douter, il faut accepter d'avoir tort, et il faut même se dire j'ai envie de savoir, même si ça veut dire que ma croyance était fausse. Et la particularité de ces personnes, et ça a été mon cas également, ces deux cas sur l'astrologie et l'anthroposophie, c'est que c'est des personnes qui se sont dit je veux savoir, quitte à me dire que j'avais tort, et puis, dans nos trois cas, que oui, on a passé des années à suivre une piste qui n'était pas la bonne. Et moi, je me souviens très bien qu'un jour, je me suis posée et je me suis demandé, est-ce que je suis prête à aller interroger tout ça? Est-ce que je suis prête à avoir eu tort? Est-ce que je suis prête à ce que ma croyance soit en fait pas bonne pour moi et qu'elle soit réellement une totale croyance, parce que à l'époque je me disais encore que je pouvais sauver les meubles, que je pouvais sauver certains aspects et que j'allais peut-être m'en tirer pas trop mal. Mais je m'étais dit quand même, si jamais c'est pas le cas, est-ce que tu es prête à le faire? Parce que là tu vas clairement mettre le petit doigt dans un engrenage, je le savais. Voilà, est-ce que tu es prête à le faire? Et ça, je pense que dans la métacognition, on le voit par exemple dans l'exemple avec Serge Brett-Moral, qui est donc un ancien astrologue qui a questionné sa croyance et qui en est sorti et qui donc maintenant parle de ce que c'est que l'astrologie, pourquoi on a l'impression que ça marche, quel a été son parcours personnel. Lui, il voulait vraiment prouver en fait au départ que l'astrologie marchait. Et pour faire ça, il a vraiment tenté le diable. Il a pris tous les arguments de tous ses contradicteurs et il s'est dit, je vais les prendre un par un et je vais les démolir. Et à l'arrivée, malheureusement, entre guillemets, tous les arguments auxquels il voulait répondre, il n'a pas pu prouver qu'ils étaient faux et il a même compris qu'ils étaient vrais. Et je pense que c'est un peu le cas aussi, si on prend l'exemple de l'anthroposophie de Grégoire Perra. Lui aussi, jusqu'au bout, il voulait prouver quelque part sa croyance, mais à un moment donné, il a accepté que potentiellement, c'était une erreur. Et pourquoi je dis que la métacognition ne permet pas forcément de sortir d'une croyance? Parce que, comme je le disais, la métacognition, on en fait tous.
Donc si ça se permettait de sortir d'une croyance, ça se saurait, on ne serait pas croyant. Et or, on est tous un peu croyants en quelque chose. Et quand on voit le cas de cet astrologue, par exemple, qui lui était extrêmement dans l'introspection, extrêmement dans l'analyse de ses propres pensées, de pourquoi il croyait à l'astrologie, etc., qui était vraiment depuis l'adolescence, il décrit dans le livre à quel point, voilà, il était dans ce questionnement introspectif. Mais pour autant, il s'est illusionné lui-même, il s'est eu lui-même. Alors, en quoi la métacognition peut être un outil utile, c'est lorsqu'on l'utilise avec méthode, c'est-à-dire sans pitié. On se dit, OK, je vais réfléchir à mes pensées, mais je vais réfléchir, et c'est ce que j'essaie de proposer avec ce podcast, à la fois sur les connaissances qu'on a aujourd'hui sur comment fonctionne l'esprit humain. L'esprit humain, il y a des contraintes, on a des contraintes biologiques, le cerveau fonctionne d'une certaine manière, on a effectivement des biais face auxquels on est assez démunis, on peut pas vraiment lutter contre un biais de confirmation, c'est assez compliqué, quoi. C'est surtout qu'en général on n'en a pas conscience. Et puis après, on a nos propres biais personnels. Et nos propres biais personnels, ils sont liés à nos expériences passées, qui, quelque part, je peux m'y fier, c'est quand même mon expérience, je sais, j'ai déjà vécu ça, donc je peux, par analogie, me dire que oui, j'ai raison de le penser, puisque je l'ai vécu comme ça avant, j'ai pris telle décision, etc. Ça peut être mon éducation, ça peut être les croyances que j'ai, justement, ma culture, etc. Tout ça, ça forge nos modes de pensée, et donc revenir là-dessus de manière méthodique et critique, en se disant que oui, il y a de fortes chances qu'on se trompe, puisqu'on est humain, accepter d'aller dans cette direction-là, là oui, on peut commencer à avoir un début d'esprit critique sur soi-même. Mais bon, après, c'est pas gagné. On se leurre soi-même un peu tout le temps, quoi. Voilà, donc moi je prends ça un peu comme un jeu, comme une curiosité, comme une espèce d'opportunité de démêler une pelote. Et pour moi, pourquoi ça m'intéresse et quelle est la différence entre ça et ce que je faisais avant? Parce que finalement, dans les deux cas, je m'intéresse à l'esprit humain, je m'intéresse à la manière dont je fonctionne, je cherche toujours un peu à me rapprocher d'une certaine vérité, entre guillemets. La différence, c'est que je me mets dans une position de doute, et au lieu d'ajouter des couches de connaissances, de vérité, aller voir tel praticien, tel thérapeute qui va m'apprendre une nouvelle technique, aller voir telle personne qui va m'orienter vers un nouveau stage de développement personnel, etc. Apprendre tout un tas de choses, parce que ça, c'est typique du développement personnel et du New Age, c'est récolter un maximum d'informations. Là, c'est pas pareil, c'est j'enlève les couches. J'enlève les couches. Donc, j'essaye d'identifier les croyances que j'ai, j'essaye d'identifier l'éducation que j'ai reçue. Est-ce que ça me convient ou pas, ou est-ce que ça me fait souffrir dans certains aspects? Est-ce que je peux le questionner? Bon, après, il y a plein d'enjeux dans la vie, on ne peut pas tout contrôler, et puis on peut aussi faire le choix de continuer sur une certaine voie parce qu'on est entouré de gens qui croient à certaines choses, etc. Mais il n'y a pas d'obligation. Mais je veux dire, là, mon idée aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de me débarrasser, en fait, des choses qui ne m'appartiennent pas forcément, en fait, c'est ça, plutôt que d'aller chercher à droite à gauche de nouvelles choses. Du coup, là, quand on questionne ces croyances, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, Emmanuel Sander, c'est assez coûteux quand même d'essayer de raisonner juste, de se méfier de ces biais. À quel moment on doit justement questionner ces raisonnements? À quel moment? Est-ce que c'est pour ces décisions au travail? Est-ce que c'est face à l'information? Est-ce qu'on peut apprendre à avoir ce questionnement? Alors oui, c'est une question effectivement cruciale que vous posez bien aussi. Et en fait, il y a en tout cas deux complexités dans ce processus, au moins. Une première complexité, c'est que en fait, on peut pas passer non plus de l'adhésion complète à tout ce qu'on nous raconte au rejet systématique de tout ce qu'on nous dit. Parce que en fait, une difficulté, c'est que le scepticisme complet n'est pas plus constructif que l'adhésion aveugle. Et un scepticisme complet, c'est aussi ce qui va nourrir finalement le négationnisme. Vous voyez, c'est-à-dire que en fait, comme très peu de choses peuvent être
prouver au sens le plus fort du terme. Ce qui va être dans la pensée critique, c'est aussi l'idée d'accepter qu'il y a certaines probabilités dans les choses et qu'il y a au-delà d'un certain seuil de probabilité, par exemple, c'est important d'y croire parce qu'on a tout un ensemble d'éléments qui convergent vers cela. Et que donc on n'a pas non plus la solution de dire je n'adhère pas à quelque chose tant que cette chose n'est pas 100% prouvée, parce qu'en fait presque rien n'est 100% prouvé. Et donc il y a ce balancement qui est difficile, qui augmente la complexité parce que ça n'est pas plus fructueux, ce n'est pas plus critique d'être dans le scepticisme complet que d'être dans l'adhésion irréfléchie. Donc ça c'est une première dimension. Puis il y a une autre dimension qui est également essentiel, je pense, c'est qu'en fait, l'esprit critique, c'est pas simplement une posture, c'est partiellement une posture, mais elle va dépendre aussi des propres connaissances, de la propre culture qu'on a été capable de construire tout au long de sa vie. Et donc, en fait, souvent, si on est en mesure de pouvoir se prononcer sur quelque chose qu'on nous dit, c'est parce qu'on a déjà construit des idées suffisamment élaborées pour pouvoir soi-même être en état donc c'est toute la difficulté d'avoir en fait une culture suffisante. Parfois, dans certains cas, on est vraiment expert et de ce fait, notre expertise nous permet d'être relativement clair sur ce qui est fiable et ce qui l'est pas. Et puis, il y a des domaines où on va être évidemment moins expert, mais on va quand même toujours reposer sur ses propres concepts. Et donc, il y a toute cette question de comment développer sa culture. Alors ça, c'est quelque chose que, par exemple, on fait beaucoup à l'école avec certains projets. Par exemple, je prends l'idée mettons les concepts philosophiques à l'école primaire. On peut, par exemple, s'interroger sur l'idée de qu'est-ce que c'est la justice. Et comme pour beaucoup de notions, en fait, il y a un phénomène qui relève aussi des biais à sa manière. C'est ce qu'on appelle les conceptions intuitives. C'est-à-dire que quand on entre dans une notion, on a souvent une première conception spontanée de cette notion. Alors, par exemple, l'idée de la justice, la conception intuitive la plus partagée, c'est le fait qu'il faut traiter tout le monde exactement de la même manière. On a l'impression que si on traite tout le monde pareil, c'est comme ça qu'on est le plus juste. Mais c'est pas la seule façon de voir la justice. Il y a d'autres façons de la voir. Par exemple, il y a une vision qu'on appelle plutôt la vision type équité. Et la vision de type équité, elle va dire on va pas faire subir le même traitement à tous, mais on va plutôt essayer que chacun reçoive selon ce qu'il a besoin. Et vous voyez que c'est pas la même perspective, parce que comme les besoins des uns peuvent être différents des besoins des autres, ça donne une autre façon de voir la justice. Et ça, c'est une manière d'envisager une conception alternative à la conception intuitive, qui parfois va être plus intéressante, parce que ça ne veut pas dire que la conception équité, c'est forcément toujours la meilleure, mais par contre, c'est intéressant de pouvoir la concevoir aussi. Et on se rend compte que ce qui va permettre, on revient à la flexibilité cognitive dont on parlait tout à l'heure, un individu, lorsqu'il est dans une situation nouvelle, il peut se dire, là, par rapport à ce dilemme de justice, est-ce que j'ai l'impression qu'il vaut mieux un traitement égalitaire ou un traitement équitable? Mais pour pouvoir se poser cette question, pour pouvoir avoir cette flexibilité, on a besoin d'avoir construit ces deux points de vue. Donc, on se rend compte qu'au-delà d'une posture, il y a vraiment aussi la question de tous les concepts, toutes les connaissances qu'on a besoin de construire pour être en mesure de faire preuve d'esprit critique dans suffisamment de contextes. Et vous, Elisabeth, finalement un peu la même question. À quel moment justement on rentre dans cette démarche? Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu la démarche que vous avez eue peut-être par rapport à certains sujets que vous avez traités dans vos podcasts? Oui. Par exemple, l'éducation positive ou ce genre de choses? Mais je rejoins complètement ce que dit mon collègue. On n'est pas collègue, mais mon collègue de Tablé. Oui. C'est que effectivement, utiliser son esprit critique, c'est pas possible si on n'a pas un minimum de connaissances sur un sujet. Enfin, on ne peut qu'avoir des conversations de comptoir, donc on n'est pas dans l'esprit critique, on est juste dans une reproduction de ce qu'on a déjà entendu, dans une sorte de reproduction de nos propres principes personnels, de notre propre éthique, etc. On n'est pas dans une conversation critique. Et effectivement, dans mes podcasts, il y a vraiment deux aspects auxquels je tiens, parce que pour moi, c'est les deux piliers. Il y a un premier pilier qui est un pilier d'analyse, où je reçois des experts dans un domaine bien précis, qui peuvent vraiment nous apporter un éclairage sur l'état des connaissances sur un sujet. Donc ça va être, est-ce que ça existe des différences psychologiques innées entre les hommes et les femmes?
Ça va être qu'est-ce que l'éducation positive? Est-ce que ça a toujours existé? Comment ça se manifeste aujourd'hui? Sur quoi ça s'appuie? Est-ce que les faits scientifiquement prouvés corroborent ce que disent les grandes figures de l'éducation positive? Parce que sinon, si on vous demande est-ce que vous êtes pour ou contre l'éducation positive, qui va dire je suis contre l'éducation positive? Personne. Personne n'est pour l'éducation négative. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, d'ailleurs. Oui, sans doute. Mais du coup, voilà. Alors, par contre, quand on commence à aller au-delà de l'idée préconçue, de l'évidence, de l'intuition, entre guillemets, et ben là, ça devient plus complexe, mais en même temps, c'est beaucoup plus riche. C'est-à-dire que là, on commence à avoir des éléments pour réfléchir, pour critiquer. Ce qui fait que, effectivement, l'esprit critique, on ne peut pas l'avoir sur tout. Bah, tout simplement, on n'a pas le temps de savoir, on n'a pas le temps d'apprendre tout sur tout. Donc, je pense que aussi, l'esprit critique appliqué à soi, une partie de cette démarche consiste à se dire quelquefois tout simplement, je n'ai pas les éléments pour me prononcer. Je ne sais pas. Et on peut aussi, quand on ne sait pas, se dire, ok, j'ai vu telle émission, j'ai vu tel documentaire, j'ai lu tel bouquin. Bon, sur ce sujet-là, je dirais que à 30%, je suis plutôt contre, à 40%, je suis plutôt pour, et le reste, je sais pas. Voilà. Parce que j'ai pas toutes les données. Et ça, c'est compliqué, parce que nous, les humains, on aime bien savoir où on va, on aime bien savoir ce qu'on pense, et on aime bien avoir un avis. Et donc, se dire et dire aux autres, je ne sais pas, c'est pas évident, mais je pense que ça, c'est un truc toujours sympa à garder en tête, de se dire, il y a cette possibilité-là. Et en fait, quand on l'essaye, c'est un truc que je vous conseille d'essayer. C'est comme ce que disent les gens dans le développement personnel. Tu peux pas savoir tant que t'as pas essayé. Alors, essayez tout simplement de dire je sais pas. Et au début, c'est vrai qu'on se sent un peu bête. On se dit bah tous les autres ont un avis, moi je sais pas, etc. Mais en réalité, les gens nous en veulent pas trop quand on leur dit qu'on sait pas. Ici, et ils nous trouvent pas plus bêtes que les autres. C'est juste qu'on ne sait pas. On n'a pas d'avis. Dans les sujets que j'ai abordés, alors oui, effectivement, l'éducation positive. J'ai trouvé vraiment intéressant ce qu'apportait cette intervenante, qui était non seulement de nous apporter des connaissances sur vraiment ce que disent les sciences, les neurosciences en particulier, sur ce qui se passe dans notre cerveau. Et je pense que vous me confirmerez que les neurosciences savent assez peu de choses sur ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, prédire un comportement d'enfant ou une conséquence à un comportement parental à partir des neurosciences, c'est assez illusoire. Et pourtant, ça fait partie des arguments clés de l'éducation positive. Mais il y a un autre aspect aussi qui est super enrichissant, je trouve, et que je développe quand je peux dans les émissions, c'est l'aspect historique. Justement, dans cette idée de doute et de comprendre qu'on ne peut pas tout savoir. C'est l'évolution de la connaissance. Et faire un peu d'épistémologie et de voir que finalement, la connaissance sur l'enfant ou la vision que les adultes ont eue de l'enfant, de l'enfance à travers les siècles, elle a évolué. Alors on pourrait se dire ouais mais ils savaient pas, ils y connaissaient rien, aujourd'hui on sait. Mais en fait quand on étudie un peu tout ça, qu'on se penche un peu sur l'évolution des idées, on se dit bah oui, ils avaient de bonnes raisons de croire ce qu'ils croyaient en fait à l'époque. C'est pas qu'ils étaient bêtes, c'est juste qu'ils avaient à leur disposition un corpus de connaissances, une culture en fonction des pays, de l'époque, etc. Et ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Donc, ça voudrait dire que nous aussi, on est conditionnés par notre propre culture, par notre propre état des connaissances, peut-être que dans 100 ans, on dirait « Ah, regardez, il parlait d'éducation positive à l'époque, hein, on rigole ». Voilà, donc je trouve que ça relativise bien l'histoire aussi. Et vous, Emmanuelle Sander, par rapport à cette démarche, par exemple, si vous avez écrit un livre sur les neuromythes, justement, sur les mythes en éducation, et justement, là, par rapport à cette démarche historique, comment vous vous situez Oui, ça me paraît extrêmement important parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à croire, je pense que vous le dites très bien, à imaginer que on doit avoir des degrés de certitude qui sont établis par la science de notre époque. Et en fait, bien entendu, très souvent, on force le trait. Et par exemple, dans le cas des neurosciences, je vous parlais tout à l'heure de ces questions de conception intuitive. En fait, il y a une espèce d'adhésion aux résultats des neurosciences qui vient d'une conception intuitive, qui est l'idée qu'à partir du moment où on a une observation perceptive d'activité du cerveau, eh bien, c'est censé être démonstratif.
Bon, alors il se trouve que c'est faux pour de nombreuses raisons. Une des raisons pour laquelle c'est faux, c'est tout simplement qu'en fait, on n'observe pas vraiment une activité cérébrale avec notre vue, mais ce qu'on observe, ce sont des résultats de traitements statistiques très complexes, et donc il y a un grand écart entre ce qu'on observe et puis une réalité tellement tangible. Et puis également, en fait, les processus en question sont tellement complexes que ce qui est observé, c'est quelque chose de, on va dire, de très dégradé par rapport à la complexité de ces processus. Et donc, on a d'un côté notre conception intuitive qui nous dit que si c'est visuel, alors ça doit être vrai, ça doit révéler la profondeur des choses, et puis ce que vraiment ces résultats sont en mesure de montrer. Et donc, on est dans cette espèce de tendance à vouloir chercher absolument une vérité. Alors ça ne veut absolument pas dire que les neurosciences ne sont pas prometteuses dans ce qu'elles peuvent apporter. Elles apportent des choses essentielles sur des mécanismes fondamentaux du fonctionnement du cerveau et peuvent nous donner des éléments cruciaux sur, par exemple, le fonctionnement de notre mémoire. Donc il y a beaucoup de choses où elles sont très précieuses. Mais par contre, l'extrapolation est complètement fantaisiste, et puis on a souvent tendance à se dire si ça vient des neurosciences, on n'a même plus besoin de l'interroger, ça prend le statut de vérité non critiquable. Il y a une expérience assez connue sur ce thème qui a trait avec ce qu'on appelle l'allure séduisante des neurosciences, et je vais vous la décrire en quelques mots parce que je pense qu'elle est assez parlante. C'est qu'en fait on a pris des participants et on leur a fait lire des textes qui étaient en fait des pseudo-textes scientifiques dans lesquels on menait des raisonnements un peu fallacieux, mais qui avaient l'air assez crédibles. Et puis, il y avait une condition dans laquelle on écrivait le texte. Il y avait une autre condition, on donnait le texte, on mettait des graphiques à côté qui donnaient les mêmes informations que le texte, mais de type un peu des histogrammes, des courbes. Et puis, il y avait une troisième condition dans laquelle on mettait des images de cerveau. Et à chaque fois, on posait aux participants la question, est-ce que vous pensez que les informations décrites dans ce texte sont complètement incriticables, sont très rigoureuses? Et puis alors dans la première version, on a la majorité des participants qui disent non et qui repèrent bien que les informations sont fallacieuses. Dans la deuxième version aussi. Mais par contre, lorsqu'il y a les images de cerveau, eh bien, tout le monde se met à dire oui, c'est rigoureux. D'accord? Donc, vous voyez comment il va y avoir ce biais qui est induit par l'appel aux neurosciences, d'où l'importance, effectivement, d'avoir en tête que le même type de raisonnement avait lieu il y a un siècle ou deux sur d'autres, on va dire, sciences qui étaient la focale du moment, souvent liées aussi à des progrès technologiques, parce qu'on se dit la technologie a apporté ça, et donc on va avoir des ruptures scientifiques. Donc on a envie de voir des ruptures scientifiques, ça correspond aussi à des questions que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Il y a le côté séduisant de voir vraiment des choses perceptives, mais bien sûr, il y a aussi tout le côté illusoire dont il est important de savoir se prémunir. Oui, on voit que la recherche de la vérité est importante chez l'humain. Mais n'est-ce pas déstabilisant justement de se débarrasser de ses croyances? Comment on vit ça? Ah oui, c'est très déstabilisant. Ça, c'est sûr. C'est très, très déstabilisant parce qu'on se retrouve tout nu. C'est-à-dire que quand c'est des croyances importantes, bien sûr, après, on peut se débarrasser de petites croyances, de petites choses. Tiens, je me rends compte que je me suis trompée, ou je me rends compte que j'ai cru à ça. Bon, ok. Mais quand c'est des choses... les croyances religieuses, les croyances spirituelles, les croyances sur soi-même, les croyances qui quelque part nous définissent, dont on se sert pour se définir soi, dans son rôle social ou dans l'image qu'on a de soi-même. Là, ça devient compliqué effectivement. Alors c'est compliqué psychologiquement, mais même après, c'est-à-dire que on peut secouer le cocotier, on peut faire tomber un certain nombre de croyances, etc. Et ça, c'est pas facile. Mais elles peuvent revenir. Et donc, se débarrasser d'une croyance, ou sortir d'une croyance, je dirais plutôt, parce que l'idée, c'est pas de dire « ah, j'en veux plus », c'est d'essayer de vraiment comprendre pourquoi on était dans cette croyance, qu'est-ce qu'elle nous a apporté, pourquoi on y tient encore ou pas, etc., etc. Donc, c'est vraiment... Ça demande de la persévérance. Ça demande vraiment un engagement à long terme. C'est pas du jour au lendemain comme ça que, même si on a eu une réalisation importante, un déclic, c'est une déconstruction, parce que quand effectivement ça correspond à son identité personnelle, à quelque chose de vraiment important pour soi,
ça touche à tellement de domaines de notre vie. Ça touche à notre travail potentiellement, ça touche à nos décisions de vie, ça touche à la personne peut-être avec qui on est en couple parce qu'on l'a rencontrée, on était déjà croyante, etc. Ça peut être très, très déstabilisant. Et d'ailleurs, dans le livre sur l'astrologie avec Serge Brett-Morel, l'ancien astrologue, on parle de ça et du gouffre que ça peut représenter et on échange ensemble sur est-ce que on doit ou est-ce qu'il faut ou est-ce qu'on peut inciter les gens à sortir d'une croyance forte. Et moi je dis non, pas forcément, parce que si toute notre vie est fondée là-dessus, notre vie personnelle, sociale, etc., il y a un moment donné où il y a trop de manque à gagner, c'est pas possible et ça en vaut pas la peine. C'est un peu comme ce que vous disiez sur le fait que l'ultra-scepticisme n'est pas forcément plus enviable ou plus intéressant que l'ultra-croyance, parce qu'en réalité, les deux sont déconnectés du réel, les deux sont déconnectés de notre vie quotidienne. Et donc c'est pareil pour une croyance. Je crois que chacun doit être juste libre de décider s'il a envie de le faire ou pas et si le jeu en vaut la chandelle en fait. Merci à tous les deux. Peut-être c'est le moment de passer la parole au public. Sans doute vous avez des questions. Merci. Déjà, premièrement, merci beaucoup pour la conférence. J'ai appris plein de trucs, c'est super. Je vous découvre et je découvre du coup un petit peu ce que vous faites et je pense que je vais aller écouter les podcasts et probablement lire les livres aussi. Quel a été un peu le rôle des autres ou justement de l'absence des autres autour de vous? Est-ce qu'il y a eu des gens qui peut-être étaient dans les mêmes croyances et qui ont eu un impact un petit peu de retien, ou à l'inverse justement des personnes qui n'étaient pas dans les croyances et qui ont aidé, dans le sens où vous avez bien insisté tous les deux sur la difficulté que ça pouvait représenter de se sortir soi-même de croyances, et est-ce que justement l'aide d'une personne extérieure ou même une forme de partenariat comme ça, c'est quelque chose d'envisageable? Oui, moi dans mon cas, c'est clair que c'est une rencontre personnelle qui m'a introduite à la métacognition et à l'esprit critique, que je ne connaissais absolument pas. Je ne connaissais pas l'esprit critique. Et effectivement, un dialogue très régulier avec cette personne, ça c'était indispensable parce que ça permettait de mettre en jeu en permanence, en fait, la manière dont je pensais, avec un regard critique en face de moi, qui était un regard critique d'une personne qui me comprenait, qui comprenait d'où je venais, qui n'était pas du tout à me dire mais c'est stupide ce que tu penses ou quoi que ce soit, mais qui en fait était OK pour mettre en jeu mes modes de pensée et me provoquer. Voilà, me provoquer parce que j'étais prête à ça, comme je disais, avant de le faire, avant justement d'arriver à ce dialogue, je me suis demandé est-ce que tu veux le faire ? Parce que je savais que ça allait mal se passer pour mes croyances. Donc, je me suis posé les questions. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui me motive dans le fait de faire ce podcast, c'est que j'essaye de publier toutes les semaines. Parce que pour moi, c'est un entraînement. Alors, je disais tout à l'heure, je parlais de persévérance, mais je pense que c'est au-delà de ça. Une fois, même, moi, je considère que je suis sortie aujourd'hui de la pensée New Age, mais l'esprit critique au sens large, et voilà, c'est utile dans la vie en général, dans tous les domaines. C'est quelque chose qui se travaille et qu'on peut perdre si on le pratique pas. En réalité, on retombe dans des travers humains tout à fait classiques. Donc, moi, comme ça me plaît, j'aime bien le pratiquer. Et je me dis, ce serait bien, et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, de proposer un cadre de réflexion aux gens que ça intéresse, en fait. Et même si c'est pas une conversation que je peux avoir avec les gens, à chaque fois que je publie, au moins c'est un cadre, une heure, puisque c'est des émissions d'1 heure, pendant laquelle une personne peut se poser et se mettre à réfléchir et aussi récupérer des informations intéressantes. Et je laisse aussi à disposition sur le site MetaChoc des ressources qui permettent aux gens d'aller vérifier ce qu'on a dit, parce qu'on n'est pas obligé de boire nos paroles et de nous croire, et d'autre part, de potentiellement aller plus loin si on a envie de creuser un sujet qui a été évoqué, parce que c'est une émission d'1 heure, pendant 10 minutes on a parlé d'un truc, si quelqu'un veut lire un bouquin dessus, si quelqu'un veut aller vérifier une source, etc., c'est possible. Et donc ce cadre-là, c'est comme aller à la gym 1 fois par semaine, c'est se donner le moment pour se muscler un peu et renforcer ses défenses intellectuelles. Voilà. J'avertis que moi je veux la parité dans les questions, je veux qu'il y ait des femmes qui posent des questions. Là ça fait 2 hommes. La prochaine ? Voilà. Bonsoir. On va pas attendre que mes cheveux poussent pour essayer de pallier un peu le... On vous a reconnu. Ah, mince. Comment arriver à une hygiène mentale
pour naviguer dans ce monde où notre attention, nos émotions sont captées, sont montées en créneau pour capter encore plus notre attention. Je pense aux écrans, je pense aux émissions, aux débats, à la politique, enfin à tout, quoi, tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'il y a des outils vraiment particuliers que vous auriez à conseiller pour arriver à développer une hygiène qui permet au minimum de se blinder un peu et au maximum de faire un tri à peu près juste dans les priorités? Parce qu'on n'a pas non plus un temps infini. Et dans notre quotidien, sur quoi on peut vraiment peser pour pouvoir se préserver? Je ne sais pas si c'est très clair, mais... Oui, c'est une question absolument cruciale. Bon, alors déjà, ça dépend aussi de l'investissement qu'on veut y accorder, parce que typiquement, je vous conseillerais volontiers le MOOC qu'on a réalisé sur l'esprit critique, qui s'appelle Exercer l'esprit critique à l'ère du numérique, qui correspond très bien en fait à la question que vous posez. Ce MOOC, ça représente peut-être quelques dizaines d'heures pour le faire, tout au plus, mais je pense que ça contribue très bien à une réponse à votre question, c'est-à-dire de rentrer un peu en profondeur. Il y a 7 modules, chaque module se focalise sur une dimension, et il me semble, en tout cas c'est dans cet esprit qu'on a conçu ce MOOC, que ça peut très bien contribuer à cela. Maintenant, bien sûr, je vais quand même donner quelques éléments qui paraissent importants. Alors, d'abord, il y a une idée qu'on nomme parfois ce qu'on appelle la vigilance épistémique. Alors, c'est un terme un petit peu barbare, mais qui désigne en fait le fait d'essayer d'être un peu en permanence en alerte sur le plan de est-ce que en ce moment je fais preuve par exemple de crédulité en ne poussant pas plus mon analyse de cette situation, est-ce que là il n'y a pas tel ou tel biais qui est en train de m'influencer, et donc ça serait l'idée qui est pas très loin de l'idée de la métacognition, mais d'avoir un espèce de monitoring permanent ce qui est de cet ordre, d'être dans une interrogation sur quels sont les mécanismes qui sont en ce moment en place, et de chercher à le systématiser. Donc bien sûr, c'est un exercice complexe, mais qui sans doute est déjà une première façon de se positionner. Et puis après, il y a aussi des choses peut-être un petit peu élémentaires qu'on peut, comme un peu une liste d'éléments qu'on peut se donner. Typiquement, s'interroger sur est-ce que la source de l'information est indiquée? Est-ce que cette source a un degré de fiabilité clairement attesté? D'accord? Donc ça, vous voyez, d'avoir comme ça des listes de points où est-ce que la personne qui me communique cette information, est-ce qu'elle a des intérêts là-dedans? Vous voyez, donc de pouvoir comme ça avoir ce regard un peu secondaire sur le lien entre ce qui est communiqué et puis la source de cette communication. Et puis aussi, parmi les activités qu'on fait dans le MOOC, il y a par exemple, pour vraiment prendre conscience de ses propres biais, il y a des exercices. Par exemple, il y a un des biais les plus tenaces et les plus connus, c'est le biais dans lequel on va confondre une corrélation et une causalité. Et donc, on va voir deux événements qui se produisent de façon concomitante. C'est typique sur on va pas rentrer sur les questions de la pandémie, etc. Mais typiquement, vous voyez, on est vacciné, une semaine après, un accident se produit, mais en fait, ce genre de choses se produit statistiquement de façon très fréquente. Et donc, on a facilement une confusion entre deux choses qui arrivent concomitamment et deux choses qui sont corrélées. Parmi les exercices qu'on travaille avec les étudiants du MOOC, on a pris un site américain qui s'appelle Spurious Correlations. Alors, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller le regarder. Il est assez amusant parce qu'ils prennent des statistiques nationales et comme c'est sur des dizaines de milliers de données, il y en a toujours qui sont extrêmement corrélées. Donc, par exemple, vous allez avoir une corrélation entre la production de tonnes de margarine dans l'État du Massachusetts et puis le nombre de suicides la même année. Et puis, on invite les étudiants à inventer des explications. Et puis, on se rend compte, l'être humain réussit à faire ce genre de connexion, mais évidemment, ça n'a ni queue ni tête. Et puis, une activité qui peut être aussi intéressante, c'est inventer soi-même des fake news. Et parce que c'est aussi une bonne façon, c'est un petit peu comme le vaccin de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement c'est pas si compliqué
d'imaginer, vous voyez, qu'il y a des intérêts cachés, qu'au fond, tout ça, ça nourrit des gens très riches, et puis etc. On peut trouver ce genre d'explication, qu'il y a des pouvoirs. Et puis, une fois qu'on a soi-même vu qu'on était en fait assez fort pour construire nos propres fake news, bah c'est une manière aussi d'avoir cette distance critique par rapport à des explications un petit peu trop fantaisistes ou... Voilà, quelques éléments, hein, mais c'est vrai que c'est un sujet très large. Hein. Ouais. Moi, j'ajouterais juste une chose par rapport à ce que vous dites, parce que ça paraît quand même une sacrée montagne à surmonter, ne serait-ce que les 3 points. Et par exemple, le premier qui est de dire essayer d'être vigilant. On peut pas être vigilant sur tout, donc c'est très très compliqué. Et moi, en fait, ce que je trouve assez efficace, c'est de se focaliser sur une chose en particulier qui ne nous convient pas. On peut se sentir assez facilement quand on est stressé et essayer de voir sur quoi je suis stressé, pourquoi je suis stressé. Ça, c'est déjà pas évident. Quelquefois, on est stressé, on ne sait pas pourquoi. Je me sens pas bien, etc. Et je trouve que c'est un bon point de départ parce que l'observation de soi-même, de physiquement, psychologiquement, etc., ça nous amène à essayer de comprendre quelles sont ces idées ou ces situations qui nous mettent dans un inconfort. Et est-ce que finalement c'est justifié? C'est-à-dire peut-être que je me fais une fausse idée de cette chose, peut-être que ça me met mal à l'aise pour quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas réel. Et donc par exemple, on peut prendre des cas concrets, ça peut être par rapport à la pandémie ou par rapport à son travail ou par rapport à une croyance qu'on voit circuler dans son milieu professionnel, ça nous met mal à l'aise par exemple, et c'est l'opportunité d'aller creuser ce sujet s'il nous tient à cœur, s'il nous importe, parce que on ira vraiment chercher puisqu'il est important pour soi. C'est quelque chose qui nous touche personnellement. Et à ce moment-là, effectivement, aller vérifier quelles sont les sources, qui parle, quels sont les arguments employés, est-ce que c'est fallacieux ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise juste un argument d'autorité parce que machin a dit ça et que c'est le patron ou que c'est, je sais pas, un grand scientifique, mais que c'est pas son domaine, par exemple, de spécialité. Alors oui, il est scientifique, mais si c'est pas son domaine, voilà. Ah oui, c'est la pédiatre qui l'a dit. Oui, mais la pédiatre, parce qu'elle est médecin, est-ce qu'elle est chercheuse? Non. Est-ce qu'elle sait ce que c'est que la recherche? Pas forcément. Donc voilà. On peut, à partir d'un cas concret qui nous touche personnellement, finalement, je pense, aller explorer parce qu'on va être motivé de le faire. Et là, à partir de là, oui, apprendre les méthodes pour avoir un doute méthodique, justement. Voilà. Parce que sinon, on peut tourner en rond. Hein. On peut tourner en rond et ne pas savoir comment démêler le vrai du faux. Et bien sûr, on n'a pas tous les compétences pour aller lire une étude scientifique, moi la première. Donc, on peut aussi voir quelles sont les sources qui peuvent nous satisfaire et qui sont fiables, comme voilà, s'il y a un consensus scientifique sur un thème donné. Moi, je trouve que c'est un argument qui est déjà très bon, qui est déjà voilà. Si quasiment tous les scientifiques, 90% ou 95% ou 99% des scientifiques sur la planète sont d'accord sur un sujet, c'est leur métier, c'est leur domaine, ils sont chercheurs. Je trouve ça une information qui est quand même intéressante. J'ai pas les compétences pour aller vérifier leurs études, mais quand même, c'est un indice intéressant. Voilà. Peut-être si je peux me permettre d'ajouter aussi des questions qu'on a vues, notamment par rapport à la flexibilité cognitive, d'avoir la notion de différents points de vue. Il est possible d'avoir différents points de vue sur une question, en fait, et même la science, elle fait ça souvent, justement, parce qu'il y a des consensus scientifiques, mais il y a aussi parfois des discussions dans les milieux scientifiques, mais c'est aussi des discussions dans la cité. Hein. Donc on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre point de vue? Si on voit quelque chose aussi, une information ou une nouvelle explication, de se dire est-ce que ce point de vue il est partagé, est-ce qu'il y en a d'autres, et après on peut peser aussi les différents points de vue. Oui, absolument. Je voudrais peut-être ajouter quelque chose là-dessus, parce que souvent on peut être tenté par l'idée qu'il y a une vérité et puis que le reste est faux. Mais en fait, on peut se retrouver dans des situations où, en fait, quand on rentre dans la complexité de la question, eh bien, on voit juste qu'il y a différentes manières de l'aborder, que ces manières sont aussi respectables l'une que l'autre, et que ce qui est enrichissant, c'est déjà d'être en mesure de se rendre compte qu'il y a ces différentes manières. Hein. Je vais vous prendre un exemple qui est un peu particulier, mais qui, je pense, qui illustre bien cette idée. C'est que la discussion,
qui est liée aussi aux questions d'écriture inclusive, dont je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, et qui est la question de la féminisation des noms de métiers. Et cette question, en fait, au départ, elle a l'air assez simple. On peut se dire, pourquoi est-ce que la langue donnerait un nom masculin, un métier, et que lorsqu'une femme l'exerce, par exemple. Et en fait, sur cette question, il y a deux points de vue. Et deux points de vue qui, tous les deux, se considèrent autant féministes l'un que l'autre. Il y a un point de vue qu'on peut qualifier d'universaliste et un point de vue qu'on peut qualifier de différentialiste. Alors, le point de vue universaliste, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en fait, avoir des différences de sexe, dans la mesure où l'activité est la même, il vaut mieux avoir le même nom. Et de ce point de vue-là, on va se dire, si les hommes et les femmes font, par exemple, de la poésie de même nature, parce que ce sont des humains, autant avoir le même mot, autant les appeler des poètes. Ça, c'est le point de vue universaliste. Et puis, le point de vue différentialiste, il va vous dire, en fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait un genre qui est plutôt du côté masculin, par exemple, qui domine, et il faut toujours bien marquer de façon à qu'il y ait une équité dans la façon de nommer. Et dans ce cas-là, on va dire une poétesse. Bon. Et puis, une fois qu'on rentre encore plus dans ces questions, il y a aussi certains mots, par exemple, où, par exemple, une philosophesse, ça va être assez compliqué à accepter, vous voyez. Donc, mais tout ça pour dire que déjà creuser une question et comprendre que, y compris des personnes qui ont un objectif commun, peuvent défendre des idées à la fin opposées. D'accord, ça c'est très large sur les thématiques sociales. Il y a les mêmes questions, par exemple, sur la prostitution. On peut être très féministe et considérer que la prostitution c'est un droit, ou au contraire être très féministe et considérer que la prostitution c'est quelque chose qui devrait être absolument aboli. Et donc on est toujours dans cette idée de pouvoir comprendre les possibilités de différents points de vue, la logique de ces points de vue. Bien sûr, avec la possibilité d'avoir ses propres convictions, d'être en accord ou en désaccord, mais au moins, c'est vrai que la flexibilité cognitive, c'est aussi le fait de se dire, je suis en mesure de comprendre un autre point de vue que le mien et potentiellement de le respecter, ou au contraire, de le rejeter parce qu'il y a des aspects qui semblent inacceptables. C'est marrant parce que ça rejoint absolument l'introduction de ma dernière émission, celle de vendredi, où je dis justement que le scepticisme, c'est aussi, et peut-être même d'abord, être capable d'entendre ce que l'autre dit. Et c'est pas que y a une étude scientifique qui dit que, parce que souvent dans le scepticisme, dans le milieu de l'esprit critique, dans la vulgarisation, on entend beaucoup de études randomisées en double aveugle. Ok, c'est bon, on valide. Et oui, mais et les sciences humaines alors, et le vécu de la personne, et son avis, pourquoi elle a cet avis, etc. Tout ça, ça nous fait réfléchir sur notre propre mode de pensée. Pourquoi nous, on en est arrivé à une conclusion différente peut-être, parce qu'on a un vécu différent. Peut-être, ou parce qu'on a des sources d'informations différentes, etc. Et c'est effectivement primordial. Parce que finalement, au bout du compte, dans le cas contraire, on tombe dans le scientisme assez facilement. C'est-à-dire que la science a dit que, donc c'est la vérité, c'est le nouveau Dieu. On ne discute pas. Mais si, non, en fait, la science, elle est faite par des scientifiques qui ont des avis différents et qui, quelquefois, arrivent à des conclusions différentes ou partent d'un point différent et arrivent au même point. Mais voilà, c'est un processus. Et puis en plus, c'est pas figé. Voilà, ça va évoluer et dans 10 ans, on dira des choses différentes. Donc, voilà. Alors, je vous promets, je suis une femme pour poser cette question. Ah, validé. C'est bon ? Là, pendant la discussion, donc vous parlez de cette déconstruction des croyances, l'esprit critique, mais on va dire à un niveau individuel. Est-ce que c'est possible ? Et si c'est possible, comment ? On pourrait faire la même chose chez l'autre. Par exemple, on imagine un de nos amis, quelqu'un qu'on connaît, qui a une croyance tellement extrême, donc on tombe par exemple dans les sectes ou certaines théories du complot qui aujourd'hui sont assez à la mode et qui pourraient peut-être atteindre à la santé de cette personne. Est-ce que c'est possible de lui déclencher ce déclic, qui prenne conscience, en tout cas d'avoir un esprit critique qui se pose la question de est-ce que là, ce qu'il croit en ce moment, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ou pas ? Est-ce que c'est possible ? On peut le faire a priori d'après vos discussions sur soi, mais est-ce que c'est possible de le faire chez l'autre ? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est extrêmement difficile, voire impossible, chez quelqu'un qui ne souhaite pas le faire.
parce que justement c'est une démarche. Donc après ça va dépendre bien sûr aussi du lien que vous avez avec cette personne, de la nature de la relation. Mais sinon c'est sans doute très très difficile. C'est déjà si difficile de le faire sur soi-même quand on veut. Oui, moi je pense que c'est impossible. C'est-à-dire que si la personne ne souhaite pas se questionner, si la personne tient à sa croyance, ce n'est pas possible de l'amener à la questionner, parce que tout simplement, elle lui est importante et elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie et c'est viscéral hein, pour des croyances très poussées, très engagées. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a tellement d'impact, tellement de conséquences à ces croyances que ce serait pas possible de l'amener à questionner si elle n'a pas envie de questionner. Et j'irais même plus loin, je dirais que on peut avoir la sensation que ça peut marcher, c'est-à-dire qu'on peut réussir à un moment donné en mettant un peu de pression ou en disant mais si regarde, vas-y, allez on en parle, etc. Et peut-être que la personne à un moment donné va dire ok, on en parle, mais peut-être qu'au bout de 2 mois ou au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, elle va dire écoute, en fait non, en fait j'ai pas envie et en fait j'avais raison et en fait j'avais raison de croire et j'y retourne. Et là ça peut être assez dramatique parce que ça peut être violent. Ça peut être violent parce que la personne va d'autant plus retourner à sa croyance que ça va être une sorte de secours, ça va être une sorte de réconfort dont elle pense qu'elle a besoin. Et en fait, on aura fait tout ça pour rien et ça peut devenir assez compliqué à vivre en plus parce que du coup la relation aura été complètement affectée, etc. Donc c'est des situations très très difficiles à vivre parce que quand on a près de soi une personne qui est engagée dans une croyance forte qui n'est pas la nôtre, ça peut être conflictuel, ça peut être triste, ça peut être voilà, on peut voir la personne se perdre aussi et prendre des décisions difficiles, funestes. Malheureusement, je crois qu'il y a qu'elle qui peut en sortir. On peut lui tendre la main, on peut lui offrir des opportunités de se questionner, mais si elle les saisit pas, bah ça va pas être possible. Alors, il y a des limites dans le sens où si effectivement cette personne est en train de se donner la mort, parce qu'elle va dans un sens qui est, je sais pas, elle décide de faire du respirianisme et elle va faire un stage d'1 mois où elle va pas manger et se nourrir de la lumière. Bon, on sait que si elle le fait, elle va mourir. Donc là, oui, on peut intervenir, mais on va pas chercher à la déconvertir, on va chercher à intervenir, à lui dire non, stop, par un moyen ou un autre, on l'arrête dans ce projet. Mais en gros, moi, je fais pas mal d'émissions avec des déconvertis, avec des personnes qui sont sorties de croyances profondes, qui étaient vraiment structurantes pour elles. Et ce qu'elles disent, c'est que oui, c'est vrai que sur le chemin, entendre des personnes, quand on est croyant, entendre des personnes qui ne croient pas la même chose que soi, c'est important. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui pensent autrement. Et ça, c'est toujours une information importante à avoir. Ça les convainc pas, mais ils savent que ça existe. Donc, ils sont pas dans une bulle où il y a que des gens qui pensent comme eux. Mais ça les convainc pas. Par contre, le jour où ils se questionnent, le jour où ils s'aperçoivent que leur croyance leur pose problème, leur a fait prendre de mauvaises décisions, les a mis finalement dans une dépression, etc., etc., ils vont peut-être se souvenir de ce moment-là où vous avez eu cette discussion, cet argument, tiens, ah oui, ça existe, il y a cette possibilité-là, je vais aller voir. Et en fait, ça me fait penser à une émission en 3 épisodes avec un ancien voyant. L'émission s'appelle Voyance entre lumière et ténèbres. Et c'est un jeune homme, en fait, qui a été élevé dans la voyance. Il a commencé à être voyant à 14 ans, sa mère était voyante, etc. Et il était persuadé qu'il avait un don, il était persuadé il avait beaucoup de talent dans ce qu'il faisait, et il arrivait vraiment à prédire des choses extraordinaires, etc. Comme on peut voir ça dans la voyance. Évidemment, il n'avait pas conscience des mécanismes qui étaient en jeu, qui sont des mécanismes des biais humains, des perceptions, des souvenirs, des machins, etc. Le hasard, bien entendu, qui joue beaucoup dans ce genre de situation. Mais aussi la lecture de l'autre, où il en est, et on peut lui parler de lui, où la personne se dit il m'a percé à jour. Mais oui, mais il y a des gens qui ont ce talent-là de comprendre l'autre, de le voir, de percevoir des choses chez cette personne et de lancer des idées, des perches qui peuvent être fructueuses. Et il explique que il est sorti de cette croyance de voyance, pas du tout, mais alors pas du tout, parce qu'il avait déconstruit par les biais cognitifs, par le hasard, par ci ou par ça.
Il en est sorti parce qu'il s'est écroulé, qu'il s'est rendu compte que c'était à cause de la voyance que rien n'allait dans sa vie, parce qu'il se tirait les cartes, il était junkie de la voyance. Et c'est après qu'il a voulu avoir raison de quitter la voyance qu'il a commencé à se dire, bon, alors, d'où ça vient les tarots de Marseille ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que j'ai réussi à deviner cet événement alors que j'avais aucun indice, etc., etc. Et là, il a commencé à comprendre les mécanismes humains. Il a commencé à comprendre comment la voyance marchait, pourquoi ça marchait, etc. Et les limites, bien entendu, de la voyance. Donc voilà, il avait eu des petites pierres comme ça semées dans sa vie. Il avait ces infos qui restaient comme ça, parce qu'il y aura toujours les croyants, quelque part, ils rencontrent toujours des gens pour leur dire « Mais attends, c'est stupide ta croyance, ça sert à rien, puis ça n'a aucun sens, et en fait, tu prouves rien, etc. » C'est pas du tout ça qui les convainc. Ce qui les convainc, en général, c'est quand ça va plus dans le bon sens, quand ça les aide plus dans leur vie, et qui sont prêts et qui sont capables de surmonter aussi l'humiliation, en fait, d'avoir cru à des choses complètement extraordinaire, quoi. Moi, je suis pas super fière de ce à quoi j'ai cru, je dois le dire. Hein. C'est assez. Ouais, je suis pas fière de ça. J'en parle parce qu'il faut en parler, parce que je me dis, voilà, ça peut servir à d'autres. Mais franchement, si je pouvais le mettre sous le tapis, je le mettrais sous le tapis. C'est pas glorieux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la dissonance cognitive ? Peut-être que c'est le moment. Et puis nous dire, est-ce que la recherche a des données sur le pourquoi l'être humain est si embêté avec le fait d'avoir tort? Ça fait 2 questions pour un homme, là. C'est vrai. C'est la même. Ouais, c'est vrai, c'est proche. Voilà. Mais Je voulais... Non, vas-y. Alors, donc, en fait, la dissonance cognitive, alors je ne sais pas si le terme est familier pour tout le monde, mais il y a une fable d'Ésope qui est connue pour l'incarner, qui est la fable du renard et des raisins, et qui a été repris plus tard par Jean de La Fontaine. Et cette fable dit en fait qu'il y a un renard qui avait absolument envie de manger des raisins, et il fait tous les efforts du monde, mais ils sont un peu hauts, il n'arrive pas à les attraper. Et donc, au bout de tout un temps où il s'est épuisé à essayer de les attraper, à un moment, il finit par dire, de toute façon, ils étaient pourris, j'en voulais pas. Et ça, c'est l'illustration de ce phénomène de dissonance cognitive, qui est qu'en fait, quand on a un objectif et qu'on échoue à réaliser cet objectif, en fait, on va faire croire qu'en fait, on voulait pas le faire. On va dénigrer quelque chose parce qu'on n'a pas réussi à l'obtenir. Et ce phénomène, il a été théorisé par un psychologue social à la fin des années 50, Festinger, avec donc cette idée que l'être humain a en permanence besoin d'avoir une certaine consonance cognitive. Et donc, l'idée, c'est de ne pas se sentir trop en contradiction avec soi-même. Alors, c'est très lié, il me semble, aussi sur le côté d'avoir le sentiment même que l'idée de soi-même, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a bien sûr besoin de se penser avec une certaine unité, avec une certaine cohérence. Et donc, les situations de dissonance cognitive, ce sont les situations où on va sentir une contradiction entre ce à quoi on aspire et puis la réalité des choses. Et donc, on va mettre en jeu des mécanismes de réduction de la dissonance. Et une des manières la plus simple de réduire la dissonance, bien sûr, c'est de se mettre à dire de toute façon, j'en voulais pas. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Si, merci. Oui. Ouais. Moi, je peux parler un peu de dissonance cognitive parce que c'est quelque chose qu'on rencontre énormément quand on est croyant et on ne veut pas le voir. Mais quand on en sort, on se rend compte de tous ces moments de dissonance cognitive, c'est-à-dire le moment où il y a eu une friction entre ce qu'on veut croire, ce qu'on croit, ce à quoi on tient et ce que nous renvoie le réel. Et quand on est dans une croyance religieuse ou spirituelle, il est bien courant que même si cette croyance peut nous faire du bien d'un certain point de vue, quelquefois elle rentre en conflit avec le réel parce que oui, il y a beaucoup de dogmes, il y a beaucoup d'histoires, etc. qui sont véhiculées par ces croyances, mais on s'y accroche et on peut aller loin dans la dissonance cognitive, c'est-à-dire dans le fait de continuer dans une croyance même si le réel nous dit qu'elle est fausse. Mais c'est quand même une situation très inconfortable. C'est une situation inconfortable. Et au bout d'un moment, si vraiment elle devient trop inconfortable, alors
on va faire le choix de questionner. Et c'est ce qui se passe quand je décrivais tout à l'heure justement ce voyant qui s'est remis en question. La dissonance devenait tellement forte qu'il en est devenu malade. Et donc là, il a été obligé de se dire, il y a un problème. Et il a identifié d'où venait le problème. Et là, il a dit non, je veux plus tirer les cartes. Alors on comprend bien que ce type de situation n'arrive pas à tous les voyants, loin de là, ni à toutes les personnes qui vont consulter des voyants, loin de là. Donc on comprend bien aussi, et ça c'est alors vraiment quelque chose qui moi m'éblouit à chaque fois, parce que bon, ça me renvoie à moi aussi quelque part, mais je trouve ça hallucinant. C'est à quel point, dans certains cas, les gens sont allés super loin dans la croyance. Donc ça peut peut-être vous rassurer un peu par rapport aux gens de votre entourage qui sont peut-être engagés très loin dans la croyance. C'est que quelquefois, il faut aller très, 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 très loin, de manière assez radicale dans une croyance pour en arriver à un point de dissonance cognitive énorme qui vient en fait se confronter au réel comme une baffe et qui fait que on se prend un coup de massue et là on se dit ah merde en fait ce en quoi je crois ça marche pas. Mais il faut qu'on aille très loin et c'est ce qu'on voit chez cet astrologue qui lui a tout mis en œuvre dans sa vie. Il a donné sa vie entière pendant des années pour essayer de prouver l'astrologie. Donc il était à fond. Et il a bousillé sa carrière d'ailleurs parce qu'il a pas construit de carrière professionnelle. Il voulait absolument devenir le nouvel Einstein qui prouvait que l'astrologie ça marchait vraiment. Moi, j'ai été très très loin dans mes croyances parce que je voulais aller au bout de cette croyance. Je voyais qu'il y avait des problèmes. En fait, je voyais la dissonance. En fait, je voyais qu'il y avait des problèmes, mais je me disais, et c'est souvent ce que se disent les croyants, ah mais ça vient de moi. C'est parce que je suis pas assez. Je suis pas assez, par exemple, ça va pas dans ma vie. Mais oui, mais c'est parce que j'ai péché, ou c'est parce que j'ai pas été assez positive quand je suis dans la croyance de la pensée positive. J'ai pas projeté suffisamment bien les idées dont je veux qu'elles se réalisent dans ma vie. Je n'ai pas assez de connaissances, il faut que j'aille me documenter plus, etc. Et donc, ça m'arrive assez souvent dans mes émissions de rencontrer des personnes qui ont été extrêmes, en fait, dans leurs croyances. Et je crois que personne dans leur entourage n'aurait pu deviner qu'un jour, elles seraient devenues sceptiques, en fait. Parce qu'elles étaient tellement engagées que, vu de l'extérieur, c'était comme ça et ça changerait jamais, quoi. Bon, après, il y a des gens qui vont vers l'extrême et qui y restent, mais... Oui. On y arrive. On disait tout à l'heure que le doute, l'esprit critique, c'est quelque chose qui se muscle. Avant de le muscler, il faut y entrer, être initié. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'avant d'arriver à la fac, analyser, interpréter, conclure, je ne savais pas faire. Est-ce que vous pensez que ça arrive assez tôt dans l'éducation des enfants et donc sans refaire le programme de l'éducation nationale, comment au niveau de nos familles, on peut sensibiliser les enfants à l'esprit critique? Oui, alors c'est évidemment une question cruciale. Alors déjà, je voudrais quand même mettre en garde contre la métaphore du muscle, parce que c'est vrai qu'elle est parlante, mais en même temps, elle peut donner l'idée que c'est aussi simple que de la musculation. Donc, mais bon, en tout cas, c'est l'idée d'exercer son esprit critique. Alors, déjà, c'est une question qui est extrêmement contemporaine, hein. C'est-à-dire que parmi les débats actuels sur les directions qu'il est important que prenne l'éducation, c'est une des questions qui est la plus mise en avant. Alors il y a plusieurs raisons à cela, mais sans doute une des raisons, c'est que justement avec, on va dire, la société de l'information, l'idée que de plus en plus d'informations sont accessibles grâce aux technologies, on a l'impression que ça serait utile qu'on développe très tôt des mécanismes qui permettent à la fois de ne pas être crédule face à ces informations et puis aussi qu'on a peut-être moins besoin d'apprendre certaines connaissances factuelles parce qu'elles sont déjà disponibles. Et donc, il y aurait l'idée d'un espèce d'apprentissage plus transversal, plus global, tel que l'éducation à l'esprit critique, qui est presque d'ailleurs indissociable aussi que les aspects d'éducation à la citoyenneté, parce que ça a à voir avec être en société. Et alors après, parmi les questions que ça pose, c'est est-ce que ça peut s'enseigner de façon transversale ou est-ce que en fait on a besoin de l'enseigner
dans le cadre de disciplines d'enseignement particulières. Parce que une des difficultés qui rejoint d'ailleurs la question de la métacognition, c'est les questions de apprendre à apprendre. Ça a été une grande thématique pendant longtemps. Et en fait, on s'est rendu compte que si jamais on s'exerce pas sur des contenus précis, eh bien, toutes les méthodes d'apprendre à apprendre, elles marchent pas. Donc, on a toujours besoin, en fait, de s'appuyer sur des contenus précis. Et donc, la question, à mon sens, mais là, ça devient un peu mon point de vue de chercheur, mais à mon sens, ce qui est intéressant, c'est de travailler dans des disciplines données, justement, les choses telles que le changement de point de vue, comme on l'a évoqué, c'est-à-dire on aborde la géographie, l'histoire, les mathématiques, les sciences, avec justement cette idée qu'il n'y a pas une seule vérité, mais que c'est pas parce qu'il n'y a pas une seule vérité que rien ne veut rien dire, surtout pas, mais qu'on apprend à prendre plusieurs points de vue sur les situations. Et que, par exemple, si on est dans une démarche historique, on se dit, c'est vrai que, mettons, du point de vue des Français, c'est une défaite, mais du point de vue des autres, c'était une victoire. Et puis, nous, on les voyait comme des sanguinaires sans scrupules, mais c'est pas tout à fait ce qu'on enseigne aux autres élèves dans cet autre pays. Donc là, vous voyez qu'on est dans une démarche où on est à la fois en train de rentrer dans une discipline d'enseignement et en même temps d'apprendre cette idée qu'il n'y a pas une façon uniquement monolithique de concevoir, mais qu'on a cette possibilité d'adopter différents points de vue qui ont leur légitimité, qui peut-être reposent sur certains angles d'analyse différents, mais qui sont tous intéressants à prendre en compte. Moi, je peux ajouter un petit mot là-dessus, c'est que apparemment, il n'y a pas de preuve que l'enseignement de l'esprit critique serve à quoi que ce soit. Mais ça va dans le même sens que l'idée que si on le voit de façon trop transversale. Voilà, par exemple, on avait appris à des élèves à exercer leur esprit critique sur un thème précis, et on n'arrivait pas à le transférer, c'est-à-dire eux n'arrivaient pas à le transférer sur un autre sujet. C'est-à-dire qu'ils étaient super au point sur le sujet qu'ils avaient étudié, mais ils n'arrivaient pas à avoir les mêmes mécanismes en fait de critique sur un autre sujet. Donc ça pose réellement question. Là, on se dit, moi je dis, les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, ils ont du courage, de la persévérance. Oui, et la persévérance est avantageuse. Ouais, et écoutez, je vous souhaite de nous trouver des trucs géniaux à ce sujet. Mais est-ce que l'association à Seconde Vue veut répondre à cette question-là, d'exercer de manière transversale son esprit critique avec des ateliers, puisque c'est ce que vous proposez aussi Oui, nous, effectivement, on adopte un peu cette démarche-là. On s'est dit, quand on fait des interventions, que plutôt de faire des interventions générales sur l'esprit critique, c'est de faire des ateliers spécifiques sur des domaines particuliers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait par exemple un magicien qui permet de faire travailler sur tel ou tel type d'activité, notamment pour des enfants. Mais on sait très pertinemment que c'est pas parce qu'ils vont avoir une démarche critique sur la magie qu'ils vont avoir une démarche critique en histoire. Mais voilà, en travaillant sur différents domaines d'intervention, on peut petit à petit développer cet esprit critique sur plein de domaines, et en se disant que plus on le développe sur plein de domaines, plus chacun d'entre nous, on pourra l'appliquer sur ces domaines-là. Et puis on espère que petit à petit, quand même, ça fera boule de neige, et que plus généralement, on l'appliquera sur des problématiques plus sociétales pour des adultes. Mais effectivement, on suit la recherche de près pour savoir quelle est la meilleure solution pour essayer de transférer ça et de vulgariser ça auprès du grand public. Mais voilà, on fait de notre mieux. Moi, je voulais peut-être rajouter une petite chose à ce sujet. Vous parliez des heuristiques tout à l'heure. Les heuristiques étant des réflexes qu'on a, c'est-à-dire que on peut se leurrer assez facilement en se disant oui, j'ai pris une décision après mûre réflexion et j'ai pesé le pour et le contre et donc j'ai décidé ça. Mais en réalité, on se rend bien compte que la plupart de nos décisions, c'est des décisions réflexes, c'est des décisions on les prend parce que, comme vous disiez tout à l'heure, ce serait beaucoup trop coûteux de passer son temps en fait à questionner tout et à peser tout. On peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie même physique, on n'a pas le sucre suffisant dans son cerveau pour faire peut-être tout ça en permanence. Ni les capacités toujours. Là. Voilà. Et donc en fait, à partir de là, sachant que en fait la plupart des superbes idées que nous avons et que nous pensons tout à fait étayées et tout à fait justes ne sont en fait que des réponses conditionnées par notre passé, par notre éducation, etc. Moi en fait je me dis, cet entraînement, ce cadre justement de réflexion et de récolte d'informations pour cultiver son esprit critique. Alors vous allez me dire si c'est totalement illusoire. Moi je me dis,
essayons, au lieu de dire aux gens, réfléchissez, posez-vous avant de prendre des décisions, ce qui n'arrivera pas, moi j'ai plutôt tendance à me dire, changeons les heuristiques, changeons nos réflexes de pensée. Et si on s'entraîne, et qu'on n'utilise pas du tout nos muscles, mais que on s'entraîne à la pensée critique, on va pouvoir, de manière posée, hors des moments où on doit prendre une décision, mais parce qu'on a la curiosité de se renseigner sur, par exemple, l'éducation positive sans avoir d'enfant. On ne va pas l'appliquer, mais on va réfléchir à ce sujet. On va exercer son esprit critique sur ça, de manière posée. Il n'y a pas d'enjeu, on le fait. Le jour où je me suis confrontée à cette situation, j'aurai déjà des connaissances potentiellement qui me seront restées. J'aurai déjà quelques petites idées qui seront présentes et qui vont du coup faire que mon heuristique, ma réaction à ce moment-là, elle aura été modifiée à la racine. Et même si je prends à nouveau une décision relativement réflexe face à mon enfant, en fait, ce réflexe, il sera pas le même que si j'avais pas eu cette réflexion en amont. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, moi je suis un psychologue du développement et donc je crois profondément dans la possibilité de cette plasticité humaine. Après, là où peut-être on peut nuancer, c'est que, en tout cas, on va jamais éliminer l'heuristique. Et puis, on va jamais déconstruire. Je pense que le mot déconstruire, il est un peu piégeant parce qu'il laisse l'impression, c'est un peu la métaphore du Lego, que on aurait des idées dans nos têtes et puis qu'on pourrait les extirper. En fait, le développement, c'est un processus qui est vie entière. Et donc, on est toujours plutôt dans se dire, comment est-ce qu'on évolue, comment on se transforme, comment se font les transitions. Et bien sûr, il y a l'idée, c'est à la fois l'éducation et le développement, qu'en travaillant sur soi, ou en ayant des contextes dans lesquels on a pu exercer tel et tel mécanisme, telle et telle compétence, on va à certains moments être mieux armé dans d'autres situations, parce que en fait, on passe notre temps dans notre vie à être aussi dans des situations nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que, par exemple, le moment qu'on partage maintenant, c'est un moment qui est totalement nouveau, même s'il peut ressembler aussi par plein de manières différentes à d'autres situations de notre passé. Et donc, notre vie cognitive, elle est en permanence faite de transferts, de connaissances d'une situation à une autre, parce que toute situation est un peu singulière. Et donc, le fait que vous disiez que si on arrive à s'exercer dans certains contextes et que ça puisse être transférable dans d'autres contextes, ça, c'est aussi l'expérience de chaque instant de notre vie. Après, la difficulté, bien sûr, c'est quand le transfert, il est trop distant, c'est-à-dire quand il y a tellement de différences entre les contextes que là, on est un peu désarmé pour réussir ce transfert. Je voulais juste revenir sur la notion de programme de l'éducation nationale, parce que je suis à la fois membre de la seconde vue et prof. Donc, dans les programmes de l'éducation nationale, il y a la compétence transversale qui est déjà présente, qui est exercer son esprit critique. Mais ça passe aussi par la formation des professeurs, qui ne sont pas tous formés à cet esprit critique. C'est apparu comme ça dans les programmes, et souvent on a un cursus qui est très disciplinaire et pas du tout... c'est par nous-mêmes qu'on doit aller se former. Donc maintenant, on a accès à ce qu'on appelle le PAF, c'est-à-dire le plan de formation, donc à des ateliers sur l'esprit critique. Mais il faut que chaque prof ait la volonté et l'envie d'aller se former sur ces thèmes-là. Et dans nos programmes, on a de plus en plus par exemple, dans le socle commun de tous les terminales, on a des sciences dont le premier axe est l'esprit critique. Les bouquins commencent par les biais cognitifs, etc. Donc, c'est un début, mais c'est dans la bonne voie. Après, dans les faits, moi qui suis sensibilisée à ça, j'essaye de rentrer par ce biais-là. J'avoue que quand j'en discute avec les collègues, il y a des collègues qui ne rentrent pas par ce biais-là et qui font encore du très disciplinaire. Mais bon, petit à petit, je pense qu'on arrive à une démarche. Voilà. Et après, c'est pas forcément à chaque séquence, parce qu'il y a évidemment aussi du contenu et du fond à faire passer avant de pouvoir réfléchir sur l'esprit critique. Mais concrètement, pour donner un exemple, l'année dernière, j'ai donné un contrôle. On parlait du réchauffement climatique et
Et c'était 2 images de la banquise en 2012 et 2013. Et 2013, elle était plus grande que 2012. Et on avait le commentaire en dessous, vous voyez bien qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, puisqu'en 2013, la banquise était plus grande qu'en 2012, à époque similaire. Et l'élève avait un autre graphique, qui était un graphique sur cette fois-ci 30 ans. Et là, il pouvait voir que certes, entre 2012 et 2013, il y avait cet effet-là, mais qu'en regardant sur 30 ans, on avait bien une diminution de moitié de la surface de la banquise. Donc, c'était à lui de confronter ces deux documents-là et de faire preuve d'esprit critique. Et voilà, on essaye de les amener aussi dans ces débats-là et pas que dans le contenu. Voilà, c'était juste... Il n'y avait pas vraiment de questions. C'était juste pour dire que c'était en cours. Oui, mais je vais volontiers dans votre sens, parce que c'est vrai que sur les dernières années, il y a quand même énormément d'efforts qui sont faits et que les politiques, d'ailleurs c'est vrai, à la fois en France et en Suisse, de mettre de plus en plus l'accent, et de façon très judicieuse, sur ces aspects. Et en France, il y a notamment ma collègue Elena Pasquinelli qui est totalement investie sur ces questions et qui contribue beaucoup, notamment auprès des enseignants. Et à ce propos, un rapport vient de sortir il y a 15 jours. Absolument. Voilà, avec Gérald Bronner et elle-même. Tout à fait. De 132 pages, voilà, oui. Qui est diffusé à tous les enseignants sur le développement de l'esprit critique dans l'éducation nationale. Donc, ça bouge. Absolument, absolument. Merci beaucoup, déjà. Et quand on parle de croyances, on pense généralement justement à des croyances assez fortes ou qui vont assez loin. Mais comme vous avez mentionné, il y a plein de croyances, on a tous et toutes des croyances. Et quand on prend cette globalité, comment est-ce qu'on peut définir les croyances ? Alors je suis très content que la question soit posée, parce que c'est vrai que, en fait, sur le plan psychologique, je pense qu'on a pas mal renoncé à une distinction entre connaissance et croyance. D'accord ? Et quand je dis sur le plan psychologique, ça veut dire que sur le plan de son expérience subjective, et puis sur ce que pourrait nous dire, par exemple, si on revient à la question des neurosciences, si on espérait trouver dans le cerveau des traces de ce qui distingue une connaissance d'une croyance, probablement ça fonctionnerait pas, d'accord ? Donc, du point de vue subjectif, il n'y a pas vraiment de différence, et à la limite, ça serait presque trop facile s'il y en avait, parce qu'il suffirait de dire, voilà, vos croyances, vous vous en méfiez, puis vos connaissances, vous les gardez. Mais malheureusement, on n'a pas cette conscience. Et donc, la distinction connaissance-croyance, elle est tout à fait visible quand on se place du point de vue, quand on a une analyse épistémologique, on va se dire par quel mécanisme est-ce que cette connaissance ou croyance, elle a été produite. Et là, on va pouvoir soi-même décider si on est plus de l'ordre de la connaissance ou de la croyance. Mais sinon, du point de vue de la subjectivité, effectivement, et puis on peut se tromper. Par exemple, là, je peux croire que ce verre, il est en plastique alors qu'il est en verre ou vice-versa. Mais avant que je vérifie, je prendrai ça pour une connaissance. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais je pense qu'en tout cas, vous mettez vraiment le doigt sur quelque chose de très important, parce que sinon, on a le sentiment qu'il y aurait un monde qui serait le monde des croyances et un autre monde qui serait celui des connaissances. Alors, ça, à la limite, on peut le comprendre, comme je le disais, avec la vision des sciences, mais en tout cas, ça n'a pas d'existence réelle du point de vue subjectif d'un individu et du point de vue des structures mentales dans notre cerveau. Oui, moi j'ajouterais que, ça va totalement dans le même sens, mais formulé peut-être un peu différemment, c'est que je pense que dans le domaine des sciences, il y a clairement des choses, on sait, c'est des connaissances. Elles correspondent à la définition de la connaissance, c'est-à-dire on a des preuves suffisamment élevées pour affirmer que cette chose existe ou que cette chose fonctionne de telle manière. Ça, c'est une connaissance. Maintenant, c'est à titre personnel quelque chose auquel je peux adhérer sous forme de croyance. C'est-à-dire que moi, j'ai pas été vérifié que la Terre était ronde. Donc je crois que la Terre est ronde. Ça veut pas dire que le fait que la Terre est ronde est une croyance. Ça veut dire que moi, c'est au stade de croyance. Parce que moi, je n'ai pas été voir. Déjà, c'est vrai, j'ai pas pris le temps. Et puis, si j'allais voir, est-ce que j'aurais vraiment les compétences pour m'assurer que c'est vrai? Ou les moyens techniques pour m'assurer que c'est vrai? Donc, pour moi, c'est peut-être une croyance, mais, et c'est là, ça c'est, je pense, très important,
de le dire, c'est qu'on ne peut pas tout relativiser et dire les croyances et les connaissances, c'est pareil, parce que voilà, on est des humains et que on sait pas, on peut pas avoir une connaissance exacte de ce qui nous entoure. Il ne faut pas tomber dans le relativisme qui est tout à fait commun justement dans la spiritualité New Age, qui est de dire toutes les vérités se valent et on ne sait pas et voilà. En fait, non, il y a vraiment des gens dans l'histoire de l'humanité qui ont dédié leur vie à essayer de percer à jour une chose de notre environnement, une chose de notre nature humaine ou de ce qui nous entoure, et qui, au fil des siècles, en fait, ont pu amasser des connaissances et sur des sujets où on peut affirmer des choses aujourd'hui. On peut affirmer que si je prends ce verre et que je le lâche, il va tomber vers le bas. C'est une connaissance. Maintenant, pourquoi ça tombe vers le bas? Il y a des gens qui ont la connaissance, qui savent pourquoi. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas la connaissance. Ça, c'est une certitude et que donc je crois, oui. Je crois qu'il y a bien une raison qui est expliquée, qui s'appelle l'apesanteur. J'y comprends rien, mais voilà, c'est comme ça. Peut-être ça vaut la peine de quand même préciser justement sur le plan épistémologique ce que sont les connaissances par rapport aux croyances. Parce que Oui. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que sur le plan épistémologique, en fait, la connaissance, elle va se différencier justement parce que elle va relever d'une certaine discipline scientifique. Elle va avoir subi des critères probatoires qui fait qu'elle a passé le filtre de ces différents critères. Alors que la croyance, elle peut simplement exister sur le plan individuel et n'a pas du tout besoin d'avoir ce type de filtre. Donc il y a des critères externes qui peuvent tout à fait être mis en place pour distinguer connaissances et croyances. Après, il y a ce distinguo entre le critère externe et puis, on va dire, l'intériorisation psychologique, où là, on est dans un autre ressort. On est dans le ressort de la structure psychologique qui, elle, n'est pas en mesure de distinguer connaissances et croyances. Et ce que vous avez dit sur la Terre, par exemple, c'est un très bon exemple de cela. Et dans le New Age, d'ailleurs, il y a aussi des gens qui disent qu'ils ont la connaissance. Et qu'est-ce que c'est pour eux la connaissance? C'est l'intime conviction. Ils le savent, donc c'est vrai. Et ils le transmettent, ils deviennent des maîtres. Et la connaissance, c'est une adaptation occidentale, bien sûr, des guides spirituels asiatiques. Non, c'est pas une connaissance, telle que on l'a définie, voilà. Parce que là, ça voudrait dire que n'importe qui, sans rien faire, peut décréter avoir la connaissance juste parce qu'il le pense. Bon, quand on connaît les biais auxquels on est sujet tous et toutes, on peut être très convaincu d'une chose et être complètement à côté de la plaque. Oui. On peut aussi avoir le phénomène inverse, même s'il est plus rare, mais il y a des choses qu'on peut connaître sans forcément y croire, parce que, par exemple, d'avoir l'idée que l'univers c'est quelque chose d'infini, on peut considérer que c'est une connaissance actuellement, mais c'est très difficile subjectivement de se représenter quelque chose qui n'aurait aucune limite. Donc c'est plus difficile d'y croire que de le connaître, en un sens. Ouais. Merci. La question que je pose, c'est psychanalyse et psychologie et esprit critique. Là, il veut vraiment qu'on se fasse des ennemis dans la salle. C'est quoi la question exactement? Vous lancez comme ça la bombe et après... Quelle relation? Entre psychologie, psychanalyse et esprit critique? Oui, en psychanalyse, il y a des écoles qui ont des croyances, qui sont persuadées de leur affaire et qui travaillent dans ce domaine-là. Oui. Et par rapport à l'esprit critique, qui touche quand même la personnalité, quelle relation on peut trouver là-dedans? D'accord, donc votre question, elle est plus sur psychanalyse et esprit critique, en fait. Oui, oui. Écoutez, je ne suis pas psychanalyste. Je ne sais pas ce que répondraient la plupart des psychanalystes à cette question, mais effectivement, vous mettez l'accent sur le fait que souvent les approches psychanalytiques s'appuient sur des doctrines assez fortes, et que ce qu'on est en train de discuter en ce moment sont plutôt dans l'idée justement d'être en mesure de se distancier des doctrines et de pouvoir envisager des interprétations alternatives. Donc, il me semble que
c'est pas forcément facile en étant dans une posture psychanalytique de défendre les approches qu'on a ensemble ce soir et d'exercer l'esprit critique. Après, je suis pas psychanalyste et je serais intéressé de voir des avis de psychanalystes sur la question et d'en discuter avec eux. Moi, je pense que... Alors, je vais déjà expliquer la différence entre psychologie et psychanalyse si ce n'est pas clair pour tout le monde. Donc, la psychologie utilise les outils de la science pour essayer de comprendre l'esprit humain et les mouvements mentaux des gens et émotionnels, etc. À côté de ça, on a la psychanalyse qui est d'ailleurs une invention qui est très ancienne par rapport à... Enfin, la psychologie existait déjà avant la psychanalyse, mais enfin, disons que la psychanalyse a pris le dessus sur la psychologie peut-être à un moment donné, en tout cas au début du XXe. Et la psychanalyse, en fait, elle est fondée sur des idées, des intuitions, des hypothèses que Freud et certains de ses collègues ont émises, qui étaient par exemple que, tous les petits garçons avaient un complexe d'Oedipe, voulaient tuer leur père, que la mère pouvait avoir comme ça une empreinte extrêmement négative sur son enfant et pouvait vouloir quelque part manger son enfant, etc. Bon, donc ça, c'était des hypothèses qui ont été lancées, sauf que ces hypothèses psychanalytiques n'ont pas pu être vérifiées a priori, c'est-à-dire qu'on pense qu'elles sont fausses aujourd'hui pour la plupart, ou en tout cas, on n'a pas pu les prouver. Et donc, il y a évidemment une réelle différence entre la psychologie scientifique et la psychanalyse, qui est quelquefois pas connue en France parce que la psychanalyse est énormément mise en avant, notamment par les médias, et elle est même enseignée à l'université. Maintenant, en réalité, moi, je dirais que la psychanalyse, parce qu'elle est fondée sur des hypothèses non vérifiées et non vérifiables, dans certains cas, est de l'ordre de la croyance. Donc, si la question est, est-ce qu'un croyant peut avoir de l'esprit critique? Moi, je dis oui. Un croyant peut avoir de l'esprit critique. Maintenant, il n'aura pas de l'esprit critique forcément sur sa croyance. Il aura de l'esprit critique sur d'autres choses. Donc, on peut être psychanalyste et avoir de l'esprit critique. On peut être un fervent catholique et avoir de l'esprit critique. Mais on va pas l'appliquer. On va pas appliquer, la pensée méthodique à sa propre croyance. Oui, c'était aussi tout à fait le sens de ma réponse et je partage absolument cette distinction. Donc les psychanalystes, quand ils appliquent la psychanalyse, sont dans la croyance et dans le dogme, parce qu'ils ont des règles bien précises à suivre. Mais je précise, ils disent que les neurosciences valident. N'est-ce pas ? Les neurosciences, elles valident tout aujourd'hui. Les neurosciences aujourd'hui valident ce que disait Lacan, n'est-ce pas ? Oui. Mais les neurosciences sont mises un peu à toutes les sauces. Donc elles valident la loi de l'attraction, elles valident la psychanalyse. Qu'est-ce qu'elles valident d'autre ? Elle valide énormément de choses. Il y a de la neuroéconomie, de la neuromarketing, de la neurosagesse, de la neuroergonomie, de la neurophilosophie, etc. Voilà. Après, que ça n'enlève rien à l'idée que j'espère que les neurosciences sont extrêmement importantes, constituent des avancées essentielles dans notre compréhension du fonctionnement du cerveau et potentiellement de l'esprit. C'est-à-dire que c'est pas du tout pour minorer les apports des neurosciences. La question, c'est le raccourci qu'on a tendance à faire entre un résultat issu des neurosciences et puis une extrapolation sauvage qui n'a presque aucun fondement rationnel. Moi-même, je m'intéresse vraiment à l'esprit critique déjà depuis plusieurs années, on va dire. On peut commencer à compter ça en années. Et en fait, je pensais que j'étais quand même assez bien armée là-dedans. Et finalement, la croyance, elle peut être dans d'autres choses et comme l'amour. En fait, moi, j'étais en couple avec une personne. On m'a alertée pendant plusieurs mois que j'étais pas forcément très bien dans cette relation. J'ai pas voulu entendre. Et moi aussi, j'ai voulu pousser jusqu'au bout cette relation. Et donc, j'ai eu un enfant avec cette personne. Et en fait, c'est aussi effectivement le fait d'avoir cet enfant qui m'a fait comprendre que je m'étais plantée, que effectivement tout ce qu'on m'avait dit pendant tous ces mois, c'était vrai. Et que finalement, j'avais beau exercer mon esprit critique, être à fond contre les fake news, le New Age, tout ça, non, je me suis bien fait avoir quand même aussi sur ce truc-là. Et donc, quand vous parlez de dissonance cognitive, des fois de pousser en fait la croyance jusqu'au bout, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est ce qui m'a permis finalement de sortir de cette relation.
Donc c'est pas une question, c'est très personnel, mais je trouvais que c'était intéressant par rapport à votre question aussi sur la croyance. Voilà. Oui, il ne faut pas du tout sous-estimer nos croyances quotidiennes, en fait. Et alors l'amour et les grands concepts qui sont mis en avant dans nos sociétés, c'est des pièges. C'est-à-dire que on a l'impression, c'est comme l'éducation positive. Qu'est-ce qu'on peut avoir contre l'amour ? L'amour, c'est forcément bien. Voilà. Alors ça aussi, c'est à questionner. Je pense que tout est possiblement à questionner, en fait. Et tout ce qui est important pour soi et tout ce qui est nous entraîne dans des grosses décisions de vie. Je trouve que c'est toujours intéressant de questionner. Et l'amour aussi en fait partie, je pense. Et moi, je suis tombée dans le New Age par amour. J'étais endoctrinée. Parce que le couple était fondé sur ça, et sans que je le comprenne d'ailleurs. C'est qu'après que je l'ai analysé. Mais je savais quelque part que si je ne me pliais pas à cette croyance, notre couple ne pourrait plus fonctionner, en fait. Donc, voilà, j'ai choisi le couple. Bonsoir, merci déjà d'être ici et de nous apporter tout ça. Moi, j'avais une question par rapport justement au basculement entre la croyance et le dogme. Parce que la croyance, c'est quand même quelque chose qui peut être assez superficiel, je pense, dans la vie de tous les jours. Et des fois, s'opère un basculement. Est-ce qu'il y a un processus psychique par rapport à ça, ou est-ce qu'il y a une sensibilité particulière des personnes qui tout d'un coup vont basculer dans quelque chose d'extrême? Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on a des connaissances sur comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Bon, moi je peux répondre parce que je peux commencer. Oui, allez-y. Alors, on se refile les patates chaudes. Voilà, c'est ça. Alors, ce qu'on sait, a priori, moi je parle sous votre contrôle, c'est qu'il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de type de personne. On peut pas dire ah oui mais cette personne-là elle est influençable, ah oui mais cette personne-là elle est fragile, etc. Il n'y a pas de profil type homme ou femme de personnes qui vont aller vers la radicalité ou qui vont aller vers une croyance forte. En revanche, on peut identifier des événements dans la vie qui peuvent être des événements typiques qui nous amènent à croire des choses un peu insensées. Par exemple, on sait que les jeunes, au moment où ils doivent entrer dans la vie professionnelle, sont dans une fragilité et peuvent s'intéresser à des croyances parce que ça va les rassurer, parce que ça leur apporte des solutions. Les croyances arrivent toujours avec un package. Tiens, voilà des solutions. C'est ça la croyance. C'est tiens, je te donne la vérité ou je te donne des solutions. Ça peut être quand les enfants partent de la maison et qu'on a un changement de vie complet et qu'on a un changement de rythme et on est un peu désorienté et on ne sait pas quoi faire. Ah tiens, je vais aller à tel séminaire. Ah tiens, je vais aller à tel stage. Ah puis il y a ma copine qui m'a parlé de ça. Je vais aller découvrir le Reiki ou les massages trucs machin. Ça peut être au moment où on arrive à la retraite. Et puis bien sûr, ça va être dans des moments de difficulté, donc de dépression ou de tout simplement. Là, on l'a vu avec le Covid. On a été face à une situation incontrôlable. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et cette incertitude, dans certaines circonstances ou par rapport à la psychologie du moment, peut nous donner une envie irrépressible d'avoir des réponses. Et ça me fait penser au cas d'un jeune homme de 20 ans, canadien, québécois, qui raconte aujourd'hui un peu son expérience de ça. Il est en fac de médecine, il apprend la médecine. Et puis, pendant l'été, le premier été 2020, avec le Covid, il voulait absolument savoir ce qu'était le coronavirus. Il était comme ça, il voulait savoir. Donc, il a cherché, et il n'arrivait pas à trouver de réponse, puisqu'à l'époque, on n'en avait pas, jusqu'au moment où il en a trouvé. Il a trouvé sur Internet des réponses sur ce qu'était le coronavirus. Sauf que ces réponses, elles étaient données par QAnon. Et il voulait avoir des réponses. Donc du coup, et c'était indispensable pour lui parce qu'il était dans un état sans doute d'anxiété majeure. Et du coup, alors qu'il était en fac de médecine, qu'il était dans une quête clairement de connaissances, pas un truc farfelu ou quoi que ce soit, il a foncé. Et pendant 2 mois, il a été à fond dans QAnon. Et il raconte aujourd'hui l'enfermement que ça a représenté, le côté sectaire du mouvement, et puis à quel point ça l'a complètement, ça a augmenté en fait, même si au départ c'était un soulagement d'avoir une réponse,
ça a augmenté complètement son anxiété, son angoisse, parce que c'est des théories du complot. Donc les théories du complot, c'est les méchants sont partout, on les voit pas, mais voilà, grâce à la communauté, peut-être qu'on va avoir un moyen d'agir. Et puis en plus, on veut nous imposer un vaccin, et puis en plus, c'est un empoisonnement de la population. Enfin bref, il était parti dans une parano totale, et il a été très loin, lui, et en très peu de temps, ce qui est assez remarquable. Parce que souvent, ça met un certain temps pour arriver à des croyances aussi poussées, en général. Mais lui, manifestement, il avait vraiment, vraiment besoin de cette réponse. Et voilà. En fait, une croyance va répondre à un besoin personnel en lien avec des circonstances. Mais ça peut être aussi lié à une rencontre. Je parlais, moi, de ma rencontre amoureuse, par exemple, qui est un déclencheur. Et peut-être que je serais jamais tombée dans le nuage si je l'avais pas rencontré, cette personne. Donc, c'est quand même dingue de se dire ça, quoi. Pendant 15 ans, j'ai cru à tout ça juste parce que j'ai rencontré cette personne. Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, la croyance, elle répond à quelque chose. Elle répond, elle satisfait, elle réconforte, elle apporte des réponses, des connaissances ou une illusion de connaissance. Oui, je m'y retrouve totalement. Peut-être juste un petit mot pour rappeler que, parce qu'on a beaucoup parlé d'esprit critique ce soir, mais en fait, il y a aussi peut-être un terme qui est un peu plus en désuétude, mais quand on parle de tolérance, par exemple, et vous voyez que tolérance et dogmatisme, ce sont des choses qui font pas bon ménage. Et effectivement, quand vous mettez l'accent sur le fait qu'on ait des besoins très forts, qu'on va se plonger dans quelque chose et puis cesser d'accepter d'autres points de vue, parce qu'on croit trouver une réponse à notre besoin, là, on est dans le versant dogmatique. Et puis, je dirais que ça veut dire qu'on est aussi dans le rejet des autres façons de voir. Et là, on comprend comment esprit critique et tolérance peuvent, sur un certain point, se rejoindre.